Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce 52e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard en compagnie du chauve, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? J'ai été chez le barbier, c'est-à-dire je me suis rasé la tête moi-même avec un clipper. Fait que, là, c'est sûr, avec le reflet de la lumière, on dirait que je suis à sec à vif, mais non, j'ai un petit duvet quand même. Oui, j'assume ma calvitie. Je sais pas si assumer sa calvitie, ça veut-tu dire que je me laisserais pousser les cheveux puis je m'en calisserais d'avoir un gros rond vide dans le fond de la tête, ou assumer sa calvitie, c'est de raser sa tête? Toi qui as des beaux cheveux soyeux, Ouais. tu comprends pas cette réalité. Non, moi c'est ça. Moi, c'est quand même dans ma famille. On a tous des cheveux pendant épais longtemps. Fait qu'on va voir si la calvitie va me rattraper un jour. Mais non, moi, je pense, l'assumer. Je sais pas. Je pense des deux côtés, tu peux l'assumer. Moi, j'ai tout le temps aimé Tommaso Ciampa, fait que j'aime beaucoup le look. Mais ça te va bien. Ben, merci. Ça te va bien, ce look-là. Mais ouais, non, je pense que tu peux l'assumer des deux bords. Tu sais. Ben Je pense que ça dépend plus de ton côté, à quel point t'accordes de l'importance aux critères de beauté généraux. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais après... moi, le pire, c'est que j'ai commencé à me raser les cheveux pendant la pandémie. Puis là, on fait une parenthèse qu'on devrait pas parce que le podcast va être long, là, on est désolé d'avance. Là. J'ai commencé à me raser les cheveux moi-même pendant la pandémie parce que là où j'allais dans le salon, les boys sur Sacré-Cœur, sur Beaubien à Montréal, Beaubien et Christophe Colomb. Les boys super cool, allez-y. Ils ont même changé de local, ils sont rendus à côté, ils sont un peu plus gros. Bref, c'était un sans rendez-vous. Puis moi, ça me dérange pas d'attendre 45 minutes assis sur un banc à lire des magazines de 2016. Parce que je savais qu'ils allaient me faire couper les cheveux là. Et pendant la pandémie, les boys ont fait que c'est sur rendez-vous seulement. Et là, ça m'a mis un peu en tabaslac parce que quand c'est le temps de me faire couper les cheveux, c'est là. J'ai un tournage cet après-midi, il faut que ce soit là. Demain, j'ai un show important, il faut que ce soit là. Pas dans 2 semaines. Fait que, c'est ça. Je commence à me raser les cheveux moi-même. Et d'où le look. Fait que moi, c'est mon look de pandémie, il ressemble à ça. Puis j'ai jamais décroché. Fait que voilà, c'est ça mon histoire capillaire. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, c'est un peu weird parce que vous ne me voyez pas. Fiez-vous pas sur notre photo de couverture, j'ai moins de cheveux que là-dessus. Mais en même temps, c'est pas si difficile à imaginer, là, un monsieur net barbu. Pas compliqué. Oui, sinon, c'est pas juste ça, là, on va juste parler de mes cheveux. Là, moi, chaque lundi, je fais la porte et des fois j'anime aussi à Boldoc et ses amis à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, chez Ernest, bar de curiosité. C'est toujours des très beaux shows, toujours des beaux line-up, il y a toujours entre 60 et 80 personnes qui viennent voir le show à chaque semaine. On est très, 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 très privilégiés d'avoir toujours des belles salles presque pleines. Si on n'est pas sold out, il reste pas beaucoup de place. Et nous, on finit le 10 juin, c'est notre dernière de la saison, mais on a deux shows spéciaux, des shows sur le grill qu'on appelle, là j'ai écrit sur le Gilles, mais c'est sur le grill, vraiment, là, dans mes notes, j'ai mal écrit ça. C'est des roasts, en fait, qui vont être fait des roasts ou des bien cuits qui vont être donnés à des humoristes qui n'ont pas encore été annoncés, donc je n'ai pas le droit de vous dire c'est qui, mais le 17 juillet, le 21 août, si vous êtes à Montréal, pas loin de sur la Plaza Saint-Hubert, dans Rosemont, Petite Patrie, et vous aimez ça, les roasts, vous aimez ça, des gens qui bitchent sur leurs amis, c'est la place. C'est, je crois, 25$ le billet. C'est des shows un peu spéciales qui commencent à 9h et qui vont finir vers 11h. Donc, show spécial pour l'été. Ça vaut la peine de venir voir ça. Et en plus, là, chez Ernest, on est tout le temps super bien accueillis. Ça vaut la peine de venir voir ça. Fait que voilà pour mes petites plugs de la semaine, de la journée. Sinon, de ton bord, Maxime, qu'est-ce que t'as à plugger? As-tu quelque chose à plugger cette semaine, toi? Quelques trucs. Ben, tu sais, on le plug une fois de temps en temps, mais ça vous tente de venir voir un spectacle d'humour sur la lutte? Eh bien, nous, on en fait un durant le Minifest. Yes, qui se passe à Montréal, toujours. Vendredi 14 juin. Les billets sont dans les commentaires. Ben, sont dans la description du vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, on risque de faire un post dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez voir, la promo va commencer là, à couler pas mal là, sur nos réseaux sociaux respectifs et sur celui des sommeliers. Donc, restez à l'affût pour tout ça, absolument. Fait que si vous voulez voir un show d'humour qui est sur la lutte, ben c'est là ça se passe. Puis sinon, ben moi, dans ma vie, là, on est comme en mode série éliminatoire ou hockey. Mais moi, tu sais, je suis un crinqué dans la tête, là. Moi, j'ai des ligues genre de pool de hockey simulées. C'est un peu bizarre. Mais bref. Ça pour dire que j'en ai plusieurs. Et 3 des 4 ligues où j'avais une équipe, j'ai comme 8 ligues au total. Mais 3 des 4, j'étais en série. Puis 3 des 4, je les ai gagnés. Fait que là, j'ai comme remporté 3 bannières. Très content de ça.
On gagne rien, à part une fierté d'avoir battu 23 autres humains dans une ligue de pool. Mais je suis quand même content. Puis dans une des ligues où j'ai été pas bon, où j'étais en reconstruction, j'ai réussi à mettre la main sur le premier choix au total, Connor Bedard. Fait que, nice. Ça va m'aider pour ma reconstruction dans mes autres équipes. Fait que c'est sur le site WebSim, hein, si jamais vous connaissez pas ça. Un site de pool d'hockey simulé avec des statistiques qui sont mises à jour chaque année. Donc j'aime bien ça. Fait que c'est ça que je fais en ce moment, on the side, entre deux. C'est ça, quand je suis à la balle, c'est ça que je fais. Je check mes trios, mes lignes, puis bien content de gagner des matchs dans une ligue qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Nice! Ben écoute, pas comme si on avait 40 heures de lutte à écouter puis plein d'autres choses à faire non plus dans une semaine. Fait que, Ben là, je suis content que tu faut décrocher. Ben, tu réussis à passer ton temps libre là, en faisant quelque chose que t'aimes parce que t'as du temps libre, toi, Fait que tant mieux. Tellement de temps libre. Félicitations pour tes beaux prix de rien, finalement. Ouais, merci. Et de votre côté, hey, vous avez été vraiment plusieurs dans de la dernière semaine là, à nous faire plein de commentaires. Fait que on les a tous lus, on peut pas tous les mettre évidemment, là, mais merci, continuez d'en faire, puis on a beaucoup de nouveaux noms, fait que tout d'abord, qui on va mettre en vrai? On a eu Mounavri qui nous a écrit sur YouTube pour la chronique du meilleur Spinebuster. Il était d'accord avec, je pense, avec moi, puis je pense aussi avec toi. Mounavri a également Batista, parce que je trouve que quand il remonte et qu'il drop, c'était le plus puissant. Son seul regret, cependant, c'est que ça n'a jamais pu être fait correctement, ce beau Spinebuster-là, dans les jeux vidéo de catch. Donc, on n'a pas retrouvé l'essence de ça, l'aura du Spinebuster de Batista. Fait que, quand même, d'accord, Mounavri, c'est pour ça qu'on t'en parle ici. Après, on a un autre commentaire de Pierre-Paul sur la chronique Push Bury, changement de gimmick. Il push Randy Orton et Bury Adam Copeland Edge pour la version 2008. Ouais. Et il change la gimmick de Chris Jericho, mais il a surtout une super bonne idée de changement de gimmick qui fit très bien aussi avec Chris Jericho. Fait que même s'il perd Chris Jericho, il dit « Ah, c'est correct, c'était mon destin de perdre ce match-là. » Puis quand il gagne, il dit aussi « Ah, c'est mon destin de gagner ce match-là. » Fait que quelqu'un qui est un peu imbu de lui-même, qui est comme « C'est mon destin », puis qui est peut-être un peu ésotérique, c'est ça. Puis je pense que c'est un genre de personnage que Jericho pourrait pull off quand même bien pour avoir un petit côté heel. Fait que bien aimé ta suggestion, Pierre-Paul, merci. Puis sinon, on a Nico Thibault, avec des O, avec des zéros au lieu des O, qui nous fait un bon petit gag, parce que, pris hors contexte, des fois, ce qu'on dit, c'est pas tout le temps éloquent. Et là, il est ressorti un truc pris hors contexte à 43 minutes 23 secondes de notre dernier épisode. Il dit « On a rarement vu un Black aussi vulnérable. » Pris hors contexte, ça sonne wrong, mais évidemment, je parlais de Malachi Black qui était vulnérable avec tout le sang qu'il avait reçu sur lui. Mais effectivement, je veux dire, on a rarement vu un Black aussi vulnérable. Ouais, pas sûr que... C'est ça, des plans pour me faire cancel, ça. Ben non. C'est de la lutte. Qui peut se faire cancel dans la lutte? Ah, c'est vrai. En lutte, il t'en faut beaucoup pour te faire cancel dans la lutte. Oui, c'est bon, oui. Trop. Et on va commencer cet épisode-là, hein, vous le savez, c'est le review, les highlights et le retour sur le questionnaire de Double or Nothing 2024. Et avant de commencer en bonne et due forme, le retour sur toute notre pay-per-view, on va faire avec nos petites chroniques. On commence avec Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, on va y aller avec trois jeunes que j'aime à la All Elite Wrestling. Donc, qui tu pushes, Pierre, entre Hook, Ray Phoenix et Wheeler Utah? Qui tu pushes, qui tu bury, qui tu changes sa gimmick entre ces trois jeunes hommes qui les trois ont quand même, je crois, un bel avenir devant eux. Oui, absolument. Moi, je bury... Bon. Je change la gimmick de Ray Phoenix. Juste pour voir son étendue là, de ce qu'il peut faire dans autre chose que juste être le babyface qu'on aime voir faire des flips. Donc, je change la gimmick de Ray Phoenix. Je push Wheeler Utah. Wheeler Utah parce que j'ai l'impression qu'il peut nous en donner plus que ce qu'on voit présentement. Je le trouve un peu beige, mais je trouve aussi que si on lui donne l'opportunité, je crois qu'il est capable de nous donner quelque chose. Et je bury Hook. Je trouve qu'il n'y a pas encore l'expérience et la maturité pour être aussi haut où il est présentement. C'est le fun qu'il soit poussé. Il est super bon, mais moi je pense qu'on pourrait lui laisser un peu plus de temps
de travail. Donc, Burry, Hook change de gimmick de Ray Phoenix et on push Wheeler Yuta de mon côté. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. Parfait. Moi, de mon côté, assez d'accord pour Hook contre Burry. Surtout comparé à ces trois autres noms-là. À ces deux autres noms-là, là, c'est celui que j'aime le moins et qui bénéficie d'un gros push quand même là, depuis son arrivée, depuis quelques années même. Là, du côté de la All Elite, là, les matchs qu'il perd, il paraît quand même très fort. Puis tout ça. Fait que moi, je prendrais une autre direction. Let's go. Le Burry, quelques temps. Peut-être qu'il se met, ça lui permet de se remettre en question. De changer de personnage peut-être à travers tout ça. Puis c'est ça, peut-être qu'on l'amène aussi plus haut sur la carte, mais qu'on se rend qu'il n'est pas encore prêt, puis c'est l'histoire qu'on nous vend pour le faire enchaîner les défaites. C'est que, ok, parfait, on l'amène à un autre niveau, mais cet autre niveau-là, ben, il est le moins bon à cet autre niveau-là. Moi, je vais pusher Ray Phoenix parce que j'ai pas l'impression Exact, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur au micro. Fait que, tu sais, changer sa gimmick pour peut-être quelque chose. C'est sûr, s'il était meilleur, on pourrait peut-être jouer plus. Mais j'ai l'impression qu'on va garder son personnage. Puis on va l'aider de son traducteur qui va venir faire les promos à sa place. Mais tu sais, on le vend très fort. Tu sais, peut-être une run à une ceinture mid-card. Puis peut-être même viser les grands honneurs. Moi, j'aimerais bien ça, Ray Phoenix. Je trouve qu'il est excellent. Puis depuis Rey Mysterio, c'est le meilleur. Je pense qu'on avait calé tout le monde un peu que Phoenix allait être champion du monde. Dans les premières années de la All Elite, finalement, ça s'est jamais passé. Mais on le voyait tous quand même très très haut. Fait que je suis quand même d'accord avec toi. Puis je vais avec un changement de gimmick de Wheeler Yuta parce que j'ai quand même apprécié ce qu'il fait avec le BCC. Mais je pense qu'on se perd un petit peu dans ce clan-là depuis quelques temps. Fait que peut-être un changement, un personnage plus défini en solo serait bénéfique pour lui. Fait que je ferais un changement de gimmick pour l'amener un peu plus solo, lui donner plus de personnalité et quand même garder son côté in-ring, mais peut-être il donner... je sais pas, je pense que j'allais me préférer heel plutôt que face, mais il peut me surprendre, là, tu sais. Il peut me surprendre, je pense que je l'ai pas vu non plus beaucoup en face, fait que j'aime quand même son travail en heel, mais je laisse le choix de sa gimmick. T'es fin. Je suis très gentil. Et vous, qui, entre ces trois jeunes messieurs qui sont en ascension présentement, vous pushez, qui vous enterrez, qui vous changez de gimmick? Dites-nous-le dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on enchaîne avec la prochaine chronique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? On revoit, on revisite ce qu'on a fait lundi, mais avec les messieurs qui a l'entrée la plus badass chez les messieurs entre Monsieur Paul Levesque, Triple H, Adam Cole ou Roman Reigns. 3 entrées différentes, mais 3 entrées quand même badass, je trouve, d'après moi. Donc, d'après toi, qui le fait mieux comme entrée badass? Roman Reigns, tu mets son entrée dans le Bloodline ou son entrée en début, son entrée dans le Bloodline. Les dernières entrées qu'il nous faisait là, en chess, avec sa musique... d'orchestre symphonique. Moi, je vais y aller avec... dans l'entrée 3, je vais y aller avec Triple H. Qui est bien, une entrée bien découpée, bien faite, avec des moments dans la chanson, on prend le temps d'arrêter, regarder la foule, pitcher de l'eau dans les airs, c'est un classique, c'est iconique même là, pour ce personnage-là. Là, je trouve que ça rentre, il rentre avec tous les cheveux pleins d'huile pis d'eau, là, fait que... Il look Monsieur Triple H. Ça n'a jamais été le meilleur dans le ring, mais tout ce qui était entourant le ring et tout ce qui est raconté l'histoire, elle l'a tout le temps trouvé très bon. Fait que je vais avec Triple H. Il vendait aussi très bien, fait que c'est ça. Il est capable de compenser de façon phénoménale pour les lacunes qui étaient là. Et les entrées, c'était une de ses forces. C'était même des entrées spéciales là, qu'il faisait dans les gros shows, dans les WrestleMania, dans le SummerSlam. C'était écœurant. Moi, je vais y aller avec à plus petite échelle, pas parce que c'est la carrure de l'homme, mais parce que il n'a jamais été mis dans des situations où dans les WrestleMania et tout ça. Je vais y aller avec Adam Cole. Pour moi, c'est surtout la version de la All Elite. Ça tourne à kick des culs. Et je trouve que ça fit très, 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 très bien. Le boom, Adam Cole, bébé. En fait, c'est construit comme celle de Triple H, hein, d'ailleurs. Avec exactement. Même niveau, boom, et qui regarde du même côté du ring que Triple H.
Mais je trouve qu'il le fait très bien. Puis, clin d'œil à Frank Grenier, notre ami, qui lui aime beaucoup les lutteurs qui parlent en descendant la rampe. Mais je trouve qu'Adam Cole le fait très bien. Là. He talking smack devant la caméra. On n'entend pas ce qu'il dit jamais, mais lui et sa femme, sa copine, Britt Baker, le font très très bien. Fait que pour moi, ça va être Adam Cole dans l'entrée badass de qui le fait mieux d'après vous? Qui le fait mieux entre Triple H, Adam Cole ou Roman Reigns? Qui a l'entrée la plus badass? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, comme à l'habitude. Si vous nous écoutez à l'audio, venez nous dire tout ça. Ben, vous pouvez venir sur YouTube nous dire tout ça, même si vous n'avez pas écouté la vidéo, mais vous nous avez écouté à l'audio. Sinon, sur Facebook, sur Instagram, on vous lit, on vous like, on commente, on discute ensemble. Si vous voulez partir un débat en faisant comme non, moi je trouve que c'est Batista qui a l'entrée la plus badass. Je trouve que c'est sa grosse mitraillette. Ça peut être ça, mais moi je l'ai pas mis dans mes choix parce que c'est ça. Voilà. Puis, T'aimes pas les guns. Je déteste. Ben, oui. Surtout les faux guns. Il fait du air gun. Mais c'est ça. Fait que si jamais on a une entrée que nous, on n'a pas nommée, mais que vous aimez, dites-nous-le dans les commentaires. Et on est rendu. Pourquoi? On est là. La raison du pourquoi. On est là. Vous l'avez lu dans le titre. Vous avez vu. Vous l'attendiez. En fait, moi, j'aimerais ça avant qu'on commence. Dites-nous dans les commentaires, là, à ce point-ci, dans la vidéo, vous mettez un timestamp si vous nous écoutez sur YouTube, votre appréciation générale du pay-per-view avant qu'on commence, avant qu'on se rende au bout. Dites-nous, juste en quelques mots, votre appréciation générale, une phrase, deux phrases, un mot peut-être qui nous laisse savoir en fait, est-ce que c'est vraiment pas bon ou extrêmement bon? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Maintenant, c'est notre tour. On a eu déjà des commentaires parce qu'on fait tout un petit post sondage sur comment vous savez. Après, c'est ça, on a quand même eu une bonne réponse. J'essaie de la retrouver de notre. Sinon, on va commencer. De notre ami Ramirez. Oui. Because for Life ou BC for Life. Qui a quand même été critique, lui, du pay-per-view. Règle générale. Il trouvait très inégal. Bien commencé le pay-per-view. Ben, je suis d'accord. Bien aimé la fin, mais il y a un gros bout dans le milieu qu'il n'a pas apprécié. On a. Place. Exact. On est cependant, je peux être d'accord avec toi, Ramirez, sur ton appréciation ou ton pas d'appréciation du match entre Mercedes Moné et Willow Nightingale. Moi, ça a été mon match préféré. Toi, t'as un petit peu peut-être moins aimé. Je pense que c'est le résultat aussi qui a peut-être joué en faveur que ça a été moins apprécié. Mais faites comme Ramirez et dites-nous-le en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié. Et checkez des fois les posts. Je sais que c'est pas YouTube, c'est pas tant un truc de post, là, mais si vous êtes là et que vous voyez passer nos posts, ben, vous pouvez répondre au sondage ou trucs comme ça. Fait que, on va commencer avec le pre-show qui a ouvert. Deux matchs qui ont été annoncés un peu d'avance, mais qui n'étaient pas dans le questionnaire. On n'a pas de réponse pour ça. Peut-être avant de commencer, à qui a gagné le questionnaire, Pierre? Eh bien, c'est notre ami, le podium, là, en troisième position. On a De Geer qui a terminé ça. Qui était invité sur le podcast. 64 points. Nice. Ensuite, en deuxième position, on a moi à 65 points. Bravo. Max Sop Périal. Et en première position, quand même avec 70 points. Fait qu'une confortable avance. On a la reine qui revient, Elisabeth. Bravo, qui reprend sa couronne de Queen of the prédiction des sommeliers. Fait que, bravo. Ça se dit moins bien, hein? Ouais, pour les autres, vous allez recevoir vos résultats. Vous les avez déjà reçus là, au cours des dernières heures. Fait que vous pouvez aller regarder ça. Gros merci de participer comme à chaque fois. Et justement, le pre-show, ben, il y en avait juste une question qui était est-ce qu'il allait y avoir des matchs annoncés ou pas. Et il n'y en a pas eu des nouveaux. Il y a quand même eu les deux matchs cependant. Fait que Deonna Purrazzo contre Thunder Rosa. Match simple quand même, relax. Un peu. Moi, je trouvais que ça faisait un peu match de semaine, mais. Ouais, match télé. C'était pas pre-show. Fait que exact. C'était pas extraordinaire, c'était correct. Mais petite surprise, hein, Deonna Purrazzo qui gagne en trichant contre Thunder Rosa, en prenant la corde. Donc, encore une manière un peu de protéger Thunder Rosa. J'ai tout le temps l'impression que Thunder Rosa n'accepte pas de perdre clean. Donc, puis est-ce que on va garder un peu cet élan-là de Deonna qui
commence à être peut-être un peu ill, on sait méchante. pas. S'en aller avec de l'autre côté Tony qui de plus en plus les gens l'apprécient. On nous installe ça peut-être là, une nouvelle feud entre une Tony Storm qui devient de plus en plus face et une Diana qui devient de plus en plus heel. Peut-être qu'on s'en va vers ça sans savoir maintenant où ça s'en va. À voir, mais ça va un petit match correct entre les deux. Ensuite, on a eu une promo de Tony Khan avec Martha Hart. Bon, c'est pas la force de Tony Khan, les promos. Regarde en diagonale, un peu bizarre tout le long. Et on annonce que le gagnant cette année du tournoi Owen Hart aura un shot, deviendra aspirant à la ceinture à Wembley. Fait que, quand même intéressant. On met quand même un gros enjeu pour ça. On n'a pas quelle ceinture, on n'a pas quoi. Fait que peut-être qu'on se laisse la chance de. Ça sera peut-être pas la grosse ceinture. Mais en même temps, en conférence de presse, on a posé la question à Will Ospreay s'il voulait faire partie du tournoi, même si il y avait déjà une ceinture. Ouais. Petit spoiler de ce qui s'en vient. Donc, il a dit oui, il aimerait ça. Fait qu'à voir, est-ce qu'on va avoir un Ospreay qui va participer à ce tournoi-là et le remporter. Il est imbattable en ce moment. Fait qu'on va voir. C'est le meilleur. C'est le meilleur au monde présentement. Ouais, très très bon. Et on a eu finalement le dernier match de The Acclaim contre le nouveau clan de Brian Cage qui s'appelle Cage of Agony. J'aime quand même ça. Ouais. On avait quand même beaucoup de punch sur l'entrée de Max sur le fait qu'on connaît pas c'est qui ces deux partenaires. Mon Dieu, il était là, en bon français, unleashed comme rap. Là. Je pense que il est comme, je suis pas sur un câbleau distributeur national, je suis sur Internet, je vais dire ce que je veux. Gratuitement sur Internet, je vais dire ce que je veux. Et il s'est pas gêné, il a dit ce qu'il voulait. Monac, hein? Fait que, mais un petit match très pas mémorable, là, un peu comme la lumière de Proza et Rosa. Jacqueline qui bat quand même assez facilement Cage of Agony. Pourtant, on avait bâti Brian Cage quand même relativement fort dans les dernières semaines, mais c'était pour bâtir d'autres personnes, c'est pas pour bâtir Cage, donc un pre-show qui vaut la peine d'aller écouter. Peut-être, c'est gratuit si jamais vous n'avez pas correct. La chance. Je pense que vous manquez rien si vous l'écoutez pas, personnellement. Ça n'a pas été les meilleurs matchs, nécessairement. On a déjà eu des meilleurs matchs dans un pre-show. On ouvre cependant la carte principale avec un excellent match. C'est le Ospreay de la semaine, le Ospreay de ce pay-per-view. Roderick Strong contre Will Ospreay. Je te laisse faire ce petit retour là-dessus, Pierre. Ouais. Moi, j'étais très énervé, en fait, là, pour me mettre dans l'ambiance. Vous savez très bien que j'ai pas une très bonne mémoire pour me souvenir des détails des matchs, mais je me souviens comment je me sentais. Et je vais être bien honnête, puis c'est là où je vais rejoindre notre ami Ramirez qui nous a dit un beau commentaire où il trouvait qu'il y a eu un point mort un peu en plein milieu du pay-per-view. Et vous allez comprendre là, où je m'en vais, c'est que je trouve que ça a tellement commencé fort avec ce match-là, c'était tellement bon que après ça a été très dur à suivre. On a fini par pick-up l'énergie, mais je trouve que moi j'ai perdu un peu intérêt, j'ai eu de la misère à focusser sur les autres matchs qui ont suivi, tellement ça était bon. Un gros match, là, Roderick Strong a la réputation d'être très stiff, quand même très safe, mais très stiff quand même. Et c'est ce qu'ils nous ont montré dans ce match-là. Ça rentrait, là, les coups de coude qui rentrent, ça super fort. Ospreay parce qu'il avait coupé dans le front là, quand ils l'ont défait c'est le samedi ou non, c'était le mercredi au Dynamite qu'ils l'ont attaqué. Fait qu'on essaye d'enlever son plaster. On est de gros plaster, là. Ça me fait rire un peu tout le temps. Et comme 4 points de suture, je pense qu'il y a eu là, de quoi de par rapport là. Non, ça c'est Swerve que 4 points de suture. Bref, il est pas habitué de saigner, fait que là il fallait qu'il se protège, c'est ça. Exactement. Ils ont mis une grosse couche Pampers dans le front. L'arbitre est dégueulasse pour faire respecter les règles parce que l'arbitre, comme c'est un vrai arbitre de lutte là, finalement. Fait qu'il a pas vu grand chose. Ouais. J'ai pas de souvenir direct. Il y a beaucoup d'interventions du Ringside Undisputed que bizarrement l'arbitre voit jamais. Puis quand elle voit, elle fait pas grand chose. Fait que t'as beaucoup de. Je sais pas si c'est un. En tout cas, la foule de Vegas venait de perdre en série les Golden Knights de Vegas. Fait qu'il y avait beaucoup de chants Ref you suck. Fait que je sais pas si ça a été amené pour ça.
vu que clairement la foule n'aimait un pas peu les de arbitres. hargne, ouais. Mais ouais. Restant de haine, là. Mais à plusieurs moments, c'était Osprey qui se pognait tout le clan puis qui devait faire le ménage autour du ring. Puis... Il réussissait à faire le ménage parce qu'à un moment donné, il a fait un saut à l'extérieur en speedant, genre de corkscrew, puis il réussit quand même à se débarrasser de tout le monde. Fait que il réussit quand même à s'en sortir parce que Osprey, c'est Osprey. Fait que c'est violent, puis on se rend vers la fin où c'est là qu'on commence à se rendre compte que là, il y a un moment donné où Osprey va faire comme un Styles Clash, mais Strong réussit à comme le contrer. Puis là, on sent qu'il veut se rendre vers le Tiger Driver 91, mais il se rappelle qu'il peut pas le faire. Et c'est là que tu as un Don Callis qui était au commentaire, qui s'approche sur le bord du ring, qui monte sur le ring, qui est comme fais-le, fais ton Tiger Driver, t'es certain que t'es sûr que tu vas gagner, tu vas être capable de gagner avec ça, tu vas gagner. Et Osprey qui reste fidèle à lui-même et qui ne fait pas le Tiger Driver. Ben, il a comme été convaincu un petit moment. Il se donnait des coups dans le coin. C'est un bon. Let's go, je le fais. Puis là, non, il a hésité. Puis il l'a pas fait. Respecté sa parole. Il a retiré ce mouvement-là. Exactement. Et finalement, c'est avec le Stormbreaker qui a gagné. Il a gagné ses 2-3 derniers matchs avec ce move-là. Je pense qu'on est en train de migrer vers ce mouvement-là pour gagner. Faut noter aussi que Osprey a kické out du backbreaker de Strong. Encore une fois, je le disais lundi, là, ce finisher-là, moi, il me surprend tout le temps. C'était pas celui qui a le mieux connecté, mais quand même très bien fait. Ouais. Et je m'attendais pas... Oui, vas-y. Ah oui, ben il y a moi, encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu dans notre preview de comment on va faire pour faire perdre Osprey en ce moment. Puis ça a été encore ça. Malgré les interventions, malgré 4 contre 1, malgré il fait pas le Tiger Driver 91, il se met des handicaps, puis il gagne quand même. Osprey est comme... Il est intouchable. Il est intouchable en ce moment. Je sais pas qui va le battre. Je sais pas... Il est encore sur sa streak de victoire, mais il est vendu extrêmement fort en ce moment. Le Stormbreaker est protégé, seulement besoin de le faire une fois quand on le fait. Un peu moins l'Hidden Blade, mais il l'a moins sorti à Hidden Blade. Ouais, c'est ça que j'avais pour dire aussi. On n'a pas vu beaucoup de Hidden Blade dans ce match-là. Puis son Oscutter, il rentre au poste, là, surtout qu'il a fait une... C'était comme un switch de transition, celui qui a fait le style clash. C'était beau ça. Fini en faisant le Oscutter. On a eu un This is Awesome chant là-dessus, là, parce que c'était indeed awesome. C'était très beau. Donc, après le match, une victoire que je m'attendais pas vraiment, c'est Osprey qui gagne la ceinture internationale. Premier titre pour lui dans la All Elite Wrestling, un titre qui, je crois, mérite quand même. Là, est-ce qu'il va devenir le nouveau Orange Cassidy où il va se battre à chaque semaine pour défendre ce titre-là? C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il dit qu'il veut être le workhorse puis défendre sa ceinture à chaque semaine. Puis là, on l'a même justifié. Est-ce que tu aimerais savoir d'autres ceintures? Puis il a fait, moi, je suis capable de tenir 2 ceintures dans chaque main puis de fermer la porte en même temps. Puis, fait que, tu sais, il laisse sa porte ouverte. En tout cas, il a l'impression qu'on construit un genre, une version de Roman Reigns, mais version All Elite Wrestling à travers Will Ospreay. Ce que j'aimerais voir maintenant dans les prochaines années avec lui, c'est qu'on le bâtit très très fort pour la prochaine année et qu'il y ait quelqu'un, un jeune ou pas, un Jay White, quelqu'un qu'on veut monter. Viennent. Toi, t'es pas d'accord, là. Toi, t'es pas d'accord, mais quoi que Jay White, présentement, est quand même bien. C'est bien fait. On écrit que. On y reviendra. T'es un jeune, un Hook, un Wheeler Utah, comme on parlait, quelqu'un qui vient le défaire et que Will Ospreay s'en aille dans le fond de la cave, dans les abysses, qui est plus capable d'avoir l'énergie qu'il avait. Raconter l'histoire où il retourne très très bas pour revenir encore plus haut, mais moi j'ai plus l'impression qu'on va peut-être s'en aller vers MJF Ospreay dans la prochaine année. Pas dans le futur proche, mais dans la prochaine année. Et c'est là où ça devient intéressant, puis c'est pour là qu'on parle d'MJF, c'est que après le match, il y a eu presque un beatdown sur Ospreay, mais qui a fini par coller son camp finalement, parce que là, Wardlow qui était revenu un peu plus tôt, et blablabla. Et c'est Adam Cole qui arrive seul, toute seule. Toute l'Undisputed Kingdom est partie. Exact. Une fois qu'Ospreay aussi est parti, fait que c'est quasiment, on sépare tout ça. Et là, voilà. Cole arrive. Because you know it's all about the boom, l'entrée badass qu'on a parlé. Le boom, mais il y a le masque aussi, fait que c'est pas juste le boom, c'est le boom et le masque. Fait que le boom et le masque, le devil. Il commence à faire son petite histoire, story time with Adam Cole, baby. Et j'étais ému.
J'étais content. J'étais heureux parce qu'il y a une genre de vidéo qui part. On comprend pas trop. Et je pense que les gens ont compris assez vite qui était là, qui ça allait être. On est dans un genre de grand château et dans un long corridor dans la vidéo en first-person view. Et on rentre dans une chambre un peu genre de chambre de trophée. De trophée, exactement. Où il y a plein de photos et des accomplissements, dont un dog collar, des artefacts, chandails, de l'histoire. Exactement. Et un mannequin en plein milieu avec le soute et le scarf, l'écharpe. L'écharpe, merci, d'MJF. Et ça coupe. Et c'est la toune d'MJF qui part, mais MJF qui rentre et qui fait un beau cosplay de Triple H, quand même. Ouais. Mais en tout cas, il a pas remis, hein, il a pas pogné l'écharpe, il a juste comme pogné, puis il a regardé la photo. Est-ce que c'est la nouvelle version? Nouvelle version de MJF pour faire maintenant l'écharpe? C'est quand même surprenant parce que je trouvais que c'était très... Il était tout seul à avoir ça, fait que j'avais quand même ce look-là, mais il est revenu plus avec un petit côte de cuir, une version cool, méchant, badass d'MJF, et là, il arrive... clean le ring et part sous sa promo. C'est un peu l'effet surprise de Copeland. Il était comme, ah ben là, il est revenu, puis on dirait qu'il a revu un fantôme en le voyant. Et là, je savais que je m'en ennuyais, mais il n'y a rien comme le voir revenir pour me rappeler à quel point je m'ennuyais d'MJF. Mais il est bon, là. Puis la promo, là, toute la promo, comme... C'est là que j'ai compris, ok, un être humain, un lutteur, une personne comme ça, avec le charisme et avec le personnage, à lui seul, je dis pas qu'il va dépasser la WWE, ça n'arrivera pas, mais à lui seul, va être capable de remettre des culs sur les bancs dans les arénas des États-Unis parce que les shows live, ça fonctionne moins bien, mais j'ai l'impression que lui, à lui seul, là, il va être capable de rapporter les gens, rapatrier les gens à écouter l'All Elite, tellement c'était bon. Il a dit le mot, le nom, celui dont on n'a pas prononcé le nom, Vince McMahon, il l'a dit. Eh oui. Il l'a dit. Il a dit Voldemort pis tout, là, tabarouette. Il a confirmé également qu'il restait à la All Elite Wrestling. De façon très MJF, lui, a fait comme... Je pense que vous avez compris, le gang de Marks, là, il dit, je m'excuse, je vais pas vous dire, mais vous avez compris que je reste à l'All Elite. Et ça m'a fait tatouer sur le bas de la jambe. Un chip de poker, puis all in, fait que... Puis tu sais, un peu un call, lorsqu'il mentionne Vince, c'est surtout pour dire que c'est pas la WWE qui m'a créé, c'est pas Vince qui m'a créé, c'est pas personne qui m'a créé, c'est moi qui m'ai créé moi-même. Fait que, en gros, c'est ça. Il a réussi à faire des chants avec Donkey Dick. Il a réussi à faire que le monde criait 8 parce qu'il dit, là, je reprends mon personnage que vous allez me détester puis m'haïr, mais encore un peu en mode on l'aime, là, un peu tweener. Est-ce qu'il va vraiment être ill avec la popularité qu'il a? J'ai de la misère à le croire en ce moment. Ben moi je pense qu'il va rester tweener badass. Fait que voilà. Ben tu sais, si ça va, ben, on s'enligne vraiment sur ce que tu dis, puis éventuellement on va y arriver en Ospreay puis MJF. Clairement, c'est mieux MJF ill. Ouais. Mais c'est tellement une rencontre intéressante de voir ça. Parce que, tu sais, Ospreay, je l'aille pas non plus au micro. Il est moins comme. Tu sais, il est plus. Il est plus lutteur, lutte classique. Ouais, mais il parle du cœur, tu sais, en promo. Alors qu'MJF, il parle vraiment. C'est le meilleur au micro qu'il n'y a pas présentement dans le business. Fait que d'avoir cette rencontre-là, j'ai l'impression qu'MJF, c'est bien capable de rebondir. Genre de voir un Ospreay qui s'est pas vraiment fait challenger au micro encore. Là. Souvent, c'est plus des promos où lui-même, il parle tout seul, mais qui est pas vraiment un contre un. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que, assurément, dans le ring, MJF est capable de suivre 100%, c'est sûr qu'il est capable de suivre un Ospreay puis nous sortir des matchs incroyables. Fait que j'ai hâte de voir la version micro de ça, de cet affrontement. Ah oui, 100%. Puis je pense qu'on a mis une croix sur l'amitié ou la rivalité ou l'histoire de MJF et d'Adam Cole. Je pense qu'on va quand même la terminer, moi. Moi, je pense les prochains mois... Oui, tu penses qu'on va les mettre vraiment une boucle dessus? Moi, j'avais l'impression que ça se finissait là, puis on passe à autre chose de part et d'autre. Là. À mon impression, on va se rendre, d'après moi, jusqu'à Wembley avec ces deux-là? OK. Puis après Wembley, on verra ce qui se passe avec MJF, mais j'ai l'impression qu'on va vouloir terminer ce qu'on a commencé. Hey, c'était quand même le main event de l'an dernier, ça serait une bonne manière. T'sais, il ouvrait puis il fermait l'an dernier. Fait que de finir l'histoire à Wembley,
je pense que ça fait quand même du sens. Ouais, c'est vrai. Comment qu'on va le faire, je sais pas. Parce qu'effectivement, on a un peu perdu de momentum de cette histoire-là. Mais MJF, il est tellement bon qu'il va nous ramener ça. Mais allez voir cette promo-là, allez écouter ce segment-là, trouvez-le, il doit être sur YouTube ou des parties, ça se trouve, c'est sûr, mais cette promo-là, on comprend pourquoi c'est le meilleur personnage ou le meilleur lutteur présentement à l'All Elite. Puis Tony Khan a bien fait de, je sais pas c'est quoi exactement le contrat, mais peu importe le nombre d'argent qui va être donné en sa direction, il le mérite chaque sou. Ensuite, c'est là où moi je trouve qu'il y a eu un petit... Ah ben oui, le questionnaire, excuse-moi. Vas-y, oui, avec le questionnaire. Quand même surprenamment, Ospreay n'était pas favori pour gagner le match selon nous tous, les sommeliers. Donc on avait Roderick Strong en majorité à 68%. Quand même, wow! Ouais, mais effectivement, avec tout ce qu'on avait installé, on était comme, il y a assez d'éléments pour justifier une défaite. Mais non, finalement, on a quand même, malgré tout ça, été avec la victoire d'Ospreay. Les interventions de Disputed Kingdom, ça a été bien réussi parce que tout le monde l'a eu. Ouais. Même chose, pas eu d'intervention de la Don Callis Family. Ça également, ça a été bien réussi. Le fait qu'il hésitera, mais ne fera pas le Tiger Driver 91, ça a été également la réponse majoritairement choisie. Pas eu de beatdown, un peu surprenant. Les gens s'attendaient à un beatdown après le match. On a tenté, mais on n'a pas réussi. Et le match, surprenamment, a duré moins de 18 minutes. Donc ça a été mais tout près de 18, là, 17 minutes quelques. Mais j'étais direct à la bonne place pour le plus ou moins. Là. 18, c'est pas mal ça. Fait que seulement une personne l'a eu. Moins de 18 minutes. Toutes les autres avaient mis plus de 18 parce que c'est ça les matchs d'Ospreay. C'est long. Et on enchaîne avec le prochain match, le Bang Bang Gang contre le Death Triangle. Comment t'as trouvé ça, toi, Pierre? Bien, moi, à partir de ce moment-là, c'est comme je le disais, puis je pense que Ramirez est à la même place que moi, j'ai perdu un peu intérêt à ce moment-là pendant le pay-per-view parce qu'après le retour d'MJF, j'étais tellement hype que j'ai eu de la misère à focusser sur ce match-là. Donc, j'ai pas aimé. J'aime beaucoup l'entrée du Bang Bang Gang, c'est toujours très 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 bon. Mais rien de si spécial pour moi dans ce match-là. Puis, il y a eu le retour de Juice, de Juice Robinson qui était là, qui est venu intervenir. Je pense que c'est la chose la plus notable que je peux noter dans le match. Fait que voilà, je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en as pensé en général, mais pour moi, c'est très en bas de la carte complètement, même si c'est tous des très très bons workers, c'est tous des gens qui sont capables de donner. Ça va pas rester mémorable pour moi dans la carte. Très court match, là, tu sais. Oui, en plus. Pas très long pour le construire. T'as quand même beaucoup de bons lutteurs, somme toute, tu sais. J'aime toujours les sells. Tu sais, moi, le truc qui m'a le plus marqué de ça, c'est que j'aime toujours les sells de Pac. Notamment ces DDT, là, il fait semblant d'être comme de paralyser à moitié. Ouais. Les guns à travers le match, pas beaucoup d'offensive. Quand il y a de l'offensive, c'est pas très dominant. Fait que c'est vraiment de chair à canon présentement pour être comme les sbires de Jay White. Fait que, et ils vendent très bien, fait qu'ils sont très bons dans ce Ils vendent bien, ils vendent un peu too much, mais moi j'aille pas ça. Moi j'aime ça. Moi j'aille pas ça. Je préfère un des deux frères, moi clairement, ceux avec les cheveux plus longs, mais là ils avaient en tresse, mais je trouve que... C'est pas le bon frère. C'est Austin le meilleur. Mais moi tu vois, Austin, j'ai l'impression, on dirait que Austin, il est comme, il se voit meilleur que ce qu'il est vraiment, alors que Colton, il se voit à bonne place. Fait qu'on dirait que je crois plus Colton. Ouais, mais si tu veux monter dans ce business-là, faut que tu te vois plus haut, tu sais. Ben peut-être. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai pas trouvé que ça les vendait très bien, ce match-là. Depuis le début de l'aventure des sommeliers, moi, comme Dominique Mysterio, moi, Austin Gunn, il est dans mon équipe, fait que on s'entendra jamais. Dans ton clan. Mais non, c'est sûr. Mais une victoire de Bang Bang Gang avec l'intervention de Juice Robinson, qui fait son retour enfin. Moi, de ce clan-là, c'est lui que je préférais à l'époque. Ouais, oui, c'est son nouveau personnage un peu fou dans la tête. Là, mais j'ai beaucoup aimé parce que Juice ne me faisait rien du tout à la... Mais il y a un hit factor que le reste du clan, je trouve pas. Mais ça, là-dessus, t'es pas d'accord. Mais moi c'est le seul que je trouvais qui avait de la personnalité dans ce clan-là.
Cependant, je vais le mentionner, le Blade Runner, le finisher de Jay White, très protégé. Hein, seulement besoin d'un pour remporter la victoire. Même s'il y avait une petite intervention, c'est quand même. On va très fort ce finisher-là. Je pense pas que personne non plus a kické out du finisher à la date. Donc, on le vend fort, le Blade Runner. Fait que c'est ça, petite histoire. Un match qui ne passera pas à l'histoire, ne restera pas dans les archives de la lutte. Mais bon, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez aimé, ce match-là. Nous, pas tant. Prochain match. Le match pour le championnat du monde féminin, Timeless Tony Storm. Je l'ai bizarrement placé, moi, dans la carte, ce match-là. Ben, moi aussi, contre Serena Deeb, moi, j'ai trouvé que le placement de ce match-là a nuit à ce match-là. Parce qu'il était pas mauvais in-ring, mais je sentais la foule un peu fatiguée, un peu pas là, pas focus à ce qui se passait. Serena Deeb, j'ai pas l'impression non plus que c'est la plus grande... elle a pas beaucoup de star power. Fait que les gens, des fois, quand il n'y a pas de star power, sont moins à l'écoute de ce qui se fait, même si c'est bon. Et la foule même était beaucoup plus derrière Storm, même si la construction qui amenait à ce match-là était l'inverse. Storm était clairement la méchante et Deebs la gentille. La foule moi, se rallie. Je sentais pourtant moi, que ça c'était en train de changer. Là. Tout ça est en train de changer. Peut-être. C'est moins clair, là, évidemment, la All Elite Wrestling qui est heel, qui est face. Mais j'ai bien apprécié quand même, cependant, Luther qui était sur le côté et qui comprenait ce qui se passait. Il essayait de ramener la foule, partait des claps, même si, bon, elle est un peu méchante, Tony, mais là, vu que la foule était de son côté, let's go, on l'encourage. Un bon match quand même là, au niveau de lutte, mais on va dire qu'il n'y a pas une magie qui a opéré, il n'y a pas eu d'effet wow qui a opéré. Le bout le plus plaisant, c'est quand Luther voulait lancer la serviette. Puis Murray l'a arrêté. C'est là l'inverse, c'est Murray qui voulait lancer la serviette et c'est Luther qui l'a arrêté. Là, c'est le bout où j'avais comme ok, c'est intéressant, c'est le fun, il rajoute quelque chose de plus que juste la lutte dans ce qui est raconté. Fait que, sinon, ben. Et c'est ça. Puis Storm qui pensait que c'était Luther cependant. Ça fait qu'elle a comme un peu chicané, lance la serviette dans la foule, pas contente. On l'a pas réutilisé après le match tant que ça. On s'entend, les fins de match s'enchaînent rapidement à la All Elite Wrestling parce qu'on en a beaucoup puis on va se concentrer sur la lutte. Fait que c'est des courtes vidéos promo package et lorsque le match termine, t'as 15-20 secondes puis merci, bonsoir, on enchaîne. Fait que la fin de match, on n'a pas senti un peu le payoff de ça, de comme... Y a-t-il une tension à l'intérieur du clan? Comment on va construire ça? Je pense qu'on va peut-être plus le faire à Dynamite. Mais c'est ça. Peut-être j'aurais peut-être plus mis de l'avant dans la fin de la célébration avec la ceinture. Fait que c'est ça. Il y a eu un kick-out du Storm Zero. Je pense que c'est la première fois qu'il y avait ça. Fait que, quand même un petit rub du côté de Serena Deeb. Nous montrer que Deeb est quand même très forte aussi. Fait que c'est très cool. Et gros par le driver de la troisième. C'est un mouvement qui me fait peur. Et là, tu fais de la troisième corde. Ça a été bien fait. Ça a été bien exécuté. Mais bravo parce que c'est ça. Et là, un deuxième par la suite. Fait que tu sais, on est comme sorti. Il fallait sortir des gros moves pour battre la professeure. Fait que on a, de cette manière-là, tenté de la légitimer tout de même. Mais ça n'a pas pogné. La magie n'a pas opéré. Non, malheureusement. Donc, bon match, mais pas marquant. Et j'ai l'impression qu'on poursuit ce bon match, mais pas marquant-là, avec le prochain. Ouais, c'est Trent Beretta contre Orange Cassidy. Match en simple, c'est simplement un grudge match. Donc, c'est Cassidy qui veut crisser une volée à son ami Trent, qui a trahi tout le monde, toutes les best friends. Encore une fois, un match qui va rester correct. Moi, je pense que j'ai plus aimé le match qu'ils ont fait à la télé il y a une semaine que celui-là. Honnêtement, je sais pas, encore une fois, je sais pas quoi penser. Mon attention était pas revenue encore complètement sur ce que je regardais. Je faisais un peu autre chose. Fait que le déroulement du match comme tel, j'ai eu de la misère à suivre. L'histoire, c'était un peu slow aussi comme match. J'ai l'impression que Trent, c'est ce qu'il apporte dans son nouveau personnage, quelque chose d'un peu plus cérébral, plus slow. C'est un méchant, je sais pas si c'est ça qui fait toujours comme méchant. Quand Trent est méchant, j'ai jamais vu lutter en tant que heel anciennement dans les Indies ou peu importe où il luttait avant. Fait que peut-être qu'il n'a pas encore compris comment bien calibrer sa méchanceté
Mais il me faisait penser. Dans un match. Il me faisait penser à Ciampa un peu, dans son oui. attitude de méchant. Là. Ouais. Un peu semblable. Il Mais fait mal, mais lent. Mais c'est ça, mais Ciampa lui place ses moments plus lents pour être capable de donner un impact sur ce qu'il s'en va faire. Ce que Trent n'a pas réussi nécessairement à appliquer, où on descend le pace pour être capable de donner de l'impact à l'impact qui va être fait au niveau des moves. Ce que Beretta, je pense, n'a pas eu vraiment. Nouvelle entrée pour Trent aussi. Nouvelle ancienne. Remix. Nouvelle ancienne, c'est un petit remix de la tune des Best Friends. Je pense que c'est pour narguer, là, j'imagine, vu que c'est un méchant. Ouais, mais moi, je préférais cette chanson-là. Fait que j'espère qu'il va la ramener à temps plein parce que je trouvais qu'elle fitait mieux avec le côté genre chill de Orange là, que sa nouvelle. Que j'aime aussi, que je me suis habitué. Mais quand j'ai vu qu'il ramenait l'ancienne, j'étais quand même content. Ah, toi, tu parles d'Orange Cassidy, là. Ouais, exact, d'Orange Cassidy. Moi, je parle de Trent. Trent qui est arrivé avec un nouveau visuel. Ok. Nouvelle tune, c'est un remix de la tune des Best Friends. Un peu ça pour narguer le clan. Là, fait que, moi, la tune d'Orange qui revient avec son ancienne chanson, oui. très smooth, je l'aime bien celle-là. Pendant aussi l'entrée, là, on a Nigel au commentateur qui m'a fait bien rire, qui dit qui dans cette business-là est pas narcissique, en fait c'est Carlos qui dit ça à Nigel, incluant toi Nigel. Fait que, bien aimé cette petite ligne-là. Et tu mets tout le monde est narcissique un peu dans ce business-là. Et petit remarqué, c'était pas un chandail blanc qu'Orange avait, un chandail noir. Première fois qu'il arrivait avec un chandail noir. Fait qu'est-ce que pour faire un. Je sais pas, il était plus émotionnellement impliqué ou il devient le méchant Orange, je sais pas. Mais il y avait un chandail noir ce coup-là. Le match est tourné. Ouais, il a un peu tourné autour du Pile Driver, ce match-là, parce que c'est un peu ça qu'on l'avait construit. Cependant, avec le pacing du show, c'était weird de mettre 2 matchs de suite qui tournaient autour du Pile Driver. Oui. Parce que j'ai préféré l'utilisation du Pile Driver dans le match entre Storm et Serena Deebs. Mais je trouvais qu'il faisait plus de sens dans l'histoire entre Orange et Trent, vu que c'était un mouvement qui avait été utilisé pour blesser Lautami, pour blesser aussi Orange. Trent qui s'est fait opérer, qui a eu une neck fusion il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Fait que tu sais, dans le pacing de la carte, c'était weird d'avoir 2 matchs back-à-back qui tournent autour du même mouvement. Ouais. Fait que ça, j'aurais peut-être séparé ça ou je pense que j'aurais concentré un peu plus le match entre Orange et Trent sur ça. Victoire par small package. Fait que, clairement, c'est pas fini. Non. Puis, encore une fois, j'ai encore pas compris l'implication de Don Carlos. On nous a pas encore expliqué entièrement pourquoi Don Carlos est proche d'Orange Cassidy. Il a dit qu'elle allait faire une annonce à mercredi à Dynamite. Là, vous l'avez vu. Mais vous l'avez vu, vous, là, quand vous écoutez l'épisode. Nous, on l'a pas vu encore, mais il va faire un nouvel contrat. Est-ce que c'est un contrat à Orange? Comment ça va se jouer? On va voir. Mais c'est ça. Est-ce que c'est là qu'on va le faire en fin? C'est pas clair. Il est souvent là aussi. Là. On s'entend qu'Alice, là, tu connais pas la lutte. Et comme pourquoi ce monsieur-là, il est tout le temps ringside de tous les matchs de la carte? Oui, il était là longtemps. Il était là souvent là, dans ce pay-per-view. Tout le monde, tous ses clients, ils se battent. Tant mieux parce que je trouve que Don Carlos joue ce personnage-là extrêmement bien. Il est bien placé. Ses commentaires sont pertinents. Fait que je trouve que c'est pas pour rien qu'il est là. C'est parce qu'il est bon. Il est très très bon. Puis à la fin, Trent qui part fâché dans la foule, veut même pas répondre aux questions. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. On va dire qu'il stationnait. Je sais pas. Parce que René l'attendait à sa sortie pour lui. Ce qui est rare aussi qu'il fait ça. Fait que clairement, c'était placé. C'est pas tout le monde qui se fait faire une entrevue après le match. Fait que qu'est-ce qu'on voulait dire en faisant ça? Moi, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'était qu'il veut prendre sa retraite? Est-ce que je sais pas. Parce qu'il semblait tanné, il fait juste quitter. Ouais. Mais j'ai pas compris ce qu'on voulait m'expliquer à ce moment-là. Non, moi non plus. Fait que ça fait le tour de ce match-là. On l'enchaîne ensuite avec un autre match peut-être un peu plus mid, mais au moins qui se passait des trucs plus intéressants. Oui, intéressant ça. Ouais. Chris Jericho contre Hook et Yuri Shibata. Il y a un match maintenant c'est for the World. Pour la ceinture for the World de Chris Jericho. Pour le monde. Ouais, pour le monde. Là, évidemment, on est à Vegas, hein, fait que c'est pas des tacs qu'il y a dans les sacs, c'est des dés. Fait qu'on met plein de dés à terre pour rappeler qu'on est à Vegas. On pognait des poignées, on se les lançait dessus. Pour vrai, les gens qui étaient première rangée, c'est sûr qu'ils en ont reçu, là, parce que c'était vraiment des grosses poignées qui étaient garochées à bout de bras. Fait que, tu sais, encore une fois, en tout cas, c'était ringside à All Elite.
Sois sur tes gardes, là. Tu sais, comme quand t'es au hockey, là. Ça tu peut reçois être une puck ça face, mais... Une puck, des dés, des fois ça peut être de la vitre, parce que Darby Allin, c'est maudit dans de la vitre, là. Mon Dieu. Ouais. Nigel il y avait comme une séquence où les trois avaient des kendo sticks et se frappaient. Puis Jericho frappait les deux, puis les deux faisaient des no-cells. Puis Nigel qui dit genre « Celui de Chris, c'est un fake! » Parce que les autres font des no-cells. Ça m'a fait beaucoup rire. Il dit qu'un des trucs est fake. Ensuite, gros spot de la 3 avec Shibata Hook qui ont pitch ça sur Jericho qui est sur la table installée. On manque un petit peu la table. Cependant, ça aurait pu être un petit peu dangereux, mais les deux vétérans se sont bien repris. Les deux vétérans du match, Shibata et Jericho, se relèvent, refont, pognent Jericho, le pitch dans la table pour qu'elle pète comme il faut. Fait que, grosse chimie. J'aime beaucoup la chimie entre Jericho et Shibata. Un mix. Hey, tu sens l'expérience des deux. Là, quand il y a des exactement. petits trucs qui se passent, là, c'est les autres qui repognent le truc. Puis let's go, ils ont quasiment 60 ans d'expérience juste aux deux. Là, fait que, ils sont pas stressés si quelque chose arrive. Tout ça. En fait, j'ai bien aimé le spot de double soumission de Shibata. Ah oui. Fait qu'il a des jambes sur Jericho. Puis pogne un ankle lock de l'autre côté à Hook. C'est quand même bien. C'est bien fait. Et par la suite, Big Bill qui vient faire une intervention. Bon, c'était un peu prévisible. Là. Il est rendu sur l'arbre de la connaissance. Puis il n'y a pas de règle dans un FTW match. Donc, ça dérange pas. Il vient péter tout le monde, nargue la foule. Mais se fait prendre, se fait pitcher par Hook à l'extérieur. Et il passe proche de mourir. Première fois, je voyais une table cassée de même. Là, comme le poteau de la table a passé à travers au lieu de plier. Puis ici, il était comme placé différemment. Il aurait mangé un poteau dans la gueule, dans les yeux. 6 pouces à côté, puis il se faisait empaler par une table, par une patte de table. Mais ça lookait, par exemple. Comme un coup, la caméra... Ça l'a surpris lui-même, parce que il fait son sel, il remonte, puis là, il reçoit le coup genre de la... Il est comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, il retombe à terre. Et ça, il se fait exactement, Pierre. Pour ça, l'audio, Pierre a fait un beau mime de ce qui s'est passé. Fait que, gros sell de tout ça, mais en même temps, c'était pas voulu, clairement, mais ça aurait pu plus mal finir, heureusement. Ça a juste été bon. Ça a juste bien looké. Et il y a eu une autre intervention de peut-être un futur membre de l'arbre de la connaissance, Brian Keith. Brian Keith qui a complètement tourné, qu'on l'aimait, Brian Keith, qui était super gentil. Mais en fait, c'est un bounty hunter. Est-ce que Jericho l'a engagé comme bounty hunter? Ou il va juste le prendre, il va le prendre sous son arbre de la tutelle. Parce qu'ils se sont jasés la veille. Fait que t'es comme... Il a-tu juste été payé ou il vient rentrer dans le clan? On va voir. Moi, je trouverais pas... J'haïrais pas ça, un petit clan autour de Jericho. Jericho, il est bon avec des clans autour de lui. Puis je pense qu'il serait capable de faire shiner un peu tout le monde. Ouais, je pense que oui. Parce qu'il y a la connaissance. Et c'est ça qui donne. Eh oui, c'est un arbre. Et c'est ça qui donne la victoire à Jericho, qui, peut-être un peu surprenamment, se sauve avec la victoire, ce coup-là. Et c'est ça, ça a bien... J'étais certain, moi, que c'est Hook qui allait reprendre tout ça. Ben, moi aussi. Mais la majorité des gens avec quand même Chris Jericho. Moi aussi, j'étais certain que ça allait être Hook, mais la majorité des gens avec Chris Jericho. Fait que le fait que Big Bill intervient cependant, ça a bien été réussi, tout le monde disait ça. Et un petit match pendant moins de 15 minutes. J'ai beaucoup aimé la fin aussi où il y a un Judas Effect qui est donné à Hook et Shibata qui était déjà dans une poubelle qui venait de se faire knocker. Ou c'est le contraire. Bref, j'ai beaucoup aimé qu'on a protégé un des deux, puis que Jericho a été piné. Shibata dans la poubelle. Shibata pour protéger Hook, qui était exactement dans la poubelle. Fait que j'ai bien aimé le petit clin d'œil où on protège Hook parce que Jericho est toujours sous l'impression qu'il donne des leçons à Hook. Fait que je pense que c'est un petit clin d'œil très le fun dans leur histoire qui est raconté. Puis Hook, il le prend pas, hein, il part à courir après la sécurité après, puis là, Jericho, il se sauve en coulisses, puis là, ben évidemment, comme c'est des coupeurs rapides, il n'y a pas vraiment de suite à ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça s'enlignait pour qu'on suive peut-être ça en coulisses. Un genre de plan séquence le fun comme on fait à WWE, mais finalement, non, ça a arrêté là, puis... Arrête, on enchaîne. On enchaîne au prochain match. Et le prochain match, c'est Monsieur Moxley contre Konosuke Takeshita. Un match pour devenir aspirant à la ceinture de Moxley, du poids lourd IWGP. Carlis est encore ringside. Ce coup-là, il est pas au commentaire, il est seulement ringside. Fait que là, il varie ses positions selon c'est qui dans le match. Et Moxley qui rentre avec un gros bandage à l'épaule. On vend l'épaule fortement dans ce match-là. On l'a attaqué à l'épaule la veille.
à Collision, je crois. Il me semble que c'est à Collision. Donc, on vend ça. Et peut-être que ça peut servir à justifier une victoire. Parce qu'on s'entend, la ceinture n'est pas en jeu. C'est juste qui va devenir aspirant. Fait que, voilà. S'il gagne. Fait qu'on peut faire perdre Moxley parce qu'il n'y a pas. Ça n'a pas d'impact présent là. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact sur le futur. Exact. Ça n'a pas d'impact là présent. Fait que moi, c'est ce que je pensais que ce qui allait arriver, que Takeshita allait partir avec la victoire. Mais finalement, non. C'est Moxley, malgré les coups, malgré les attaques, malgré le fait qu'on enlève le bandage, qu'on a réussi même à égorger à un moment donné Moxley avec ce bandage-là, ce qui est pas illégal parce que le bandage fait partie du match. On avait la notion d'illégalité un peu lousse, là. Ouais, on va à l'extérieur, dans le coin, avec la chaise où le gardien de sécurité est. On prend le bras de Moxley, commence à faire des dropkicks là-dessus. En tout cas, les arbitres, là, refuse suck un peu parce que... où la limite, là? Si la chaise est droite et est installée, on peut l'utiliser, mais si on l'amène dans le ring, on peut pas. C'est un peu bizarre. Bref. Un gros match quand même stiff comme Moxley est capable de le faire, puis Takeshita suit très bien, mais je pensais que, on avait noté la chimie entre les deux lutteurs, et j'ai trouvé que c'était pas aussi fluide qu'on l'aurait espéré ou qu'on l'a déjà vu dans d'autres matchs ou des petits moments dans des matchs en équipe. Fait que j'ai été un peu déçu de ce match-là, même si ça a été très violent, puis j'aime les matchs violents, fait que ça, j'ai été très, très... Il y a eu pour ton argent. Oui, absolument, absolument. Ils se sont donné des coups de poing puis des coups d'épaule, de coude, pas d'épaule, de coude d'en face. Ça a bien été. Mais oui, c'est Moxley qui kick out du Death Rider qui lui a été donné de la part de Takeshita. Mais un finisher, quand c'est pas toi qui le fais, ça a toujours moins d'impact parce que t'as pas la technique parfaite pour pouvoir donner ce dit finisher. Et c'est ça, c'est Moxley qui finalement part avec la victoire. Donc Takeshita n'aura pas l'opportunité d'être capable d'avoir son match de championnat poids lourd de la IWGP. Match moyen dans un pay-per-view très en dents de scie. Fait que, mais... c'est ça, puis j'ai trouvé tout peut-être Takeshita moins... pourtant, il était pas moins bon, mais... Moins là, moins focus. Ouais, je sais pas, moins de zone, ou je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'y croyais moins à ce match-là. Il y a peut-être moins l'intensité. En anglais, c'est je sais pas, j'ai pas la traduction française, mais son demeanor, je sais pas le mot exact, là, mais son aura était pas. C'est pas aura, mais son demeanor était pas focus sur le match, j'ai l'impression. Puis ça transparut au travers de la caméra. Fait qu'on le voyait un peu. C'est comme en humour, c'est ce qui arrive souvent. Encore une fois, une parenthèse dans un long podcast. Là. En humour, souvent, si t'es pas focus, tu t'en rends même pas compte toi-même sur scène. La foule s'en rend pas compte, mais il y a une connexion qui se crée pas avec la foule puis avec l'humoriste qui est sur scène. Des fois, ça s'explique pas. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Takeshita où c'est un bon lutteur. Il y a une chimie avec Moxley, mais le match n'est pas si bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est ça qu'on a voulu nous raconter? Est-ce qu'on va continuer la feud la semaine prochaine, la semaine d'après ou dans un an? Parce qu'on nous raconte quelque chose d'un peu plus moyen, mais en même temps, c'est un pay-per-view. Fuck, donnez-vous. Je sais pas. C'est peut-être le booking. Mais c'est peut-être le booking aussi qui fait que. Je sais pas, là, on s'entend Takeshita, c'est tout le temps un peu booké semi-dernière minute, ces trucs. Il est pas vendu, même si dans ses matchs, il est fort, il est pas vendu si fort quand tu regardes les exploits qu'il a fait. Il est vendu résistant, il est vendu. Mais son dernier beau run où on y croyait peut-être, c'était lors de ses matchs contre Omega, que c'était super bon match, c'était très bon. Il y a eu un excellent match aussi contre Ospreay, mais qui n'a pas des excellents matchs contre Ospreay. Puis là, on dirait, il est comme perdu dans... Il faudrait comme un peu... Je le sens pris un peu comme Nakamura était à une période à WWE, où il n'y en avait comme pas de plan vraiment. Il sortait des bons matchs, mais c'était tout le temps on s'en intéresse à plus ou moins. Fait que je pense que je le construirais peut-être un petit peu mieux que ce qu'on fait en ce moment. Puis ça va être un travail plus long terme de faire ça. Parce que on le sort, on le retire, on le met dans des stories. Il sert vraiment de tremplin pour plein d'autres lutteurs. Fait qu'il est comme un peu un jobber de luxe présentement dans sa position dans la compagnie. Fait que je pense que je le justifierais peut-être avec une ceinture claire, dominant. Mais il y a trop de monde en ce moment. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient dans son rôle. Mais c'est ça, on dirait que je perds un peu de magie en regardant ces matchs. Puis le finish aussi un peu bizarre. Il pitch des chaises dans le ring. L'arbitre enlève deux chaises, mais ça retourne trop rapidement. Fait que
il voit qu'il y a un DDT qui se fait sa chaise, mais fait rien. Moxley tente de l'enlever. Tu sais, il y a comme eu des petits botches d'arbitrage, de caméra. Fait que, tu sais, tout ça a pas aidé au fait que le match, je l'ai trouvé. On dirait que ça m'a ressorti. Ça m'a ramené souvent dans ma tête pendant ce match-là. Ben là, c'est illégal ce qui se passe, mais on fait pas de DQ. Fait que, bref. Mon impression de ce match-là, dites-moi si vous êtes d'accord, vous, de votre côté. Mais ça a pas, moi, ça m'a pas beaucoup marqué. Puis c'est pas un match que j'ai particulièrement aimé. Puis je m'attendais à quelque chose de mieux. T'sais, oui, j'ai eu pour mon argent côté stiff, mais je pensais quand même que ça allait être mieux que ça. Mais le match qui suit. Le match qui suit, là, c'était. Là, il y avait de l'impact. Là, on en a eu pour notre argent parce que. 10 on en a eu pour notre argent, ça c'est clair. Parce que tabarouette, la Adam Copeland contre Malachi Black, on avait déjà installé dans les dernières promos, là, une rivière de sang qui est tombée sur Malachi Black. Rarement vu, comme on l'a dit dans les commentaires du public, Malachi Black, vulnérable comme ça. Malachi Black, c'est vulnérable. Et le match commence, les deux arrivent avec un peu une nouvelle entrée. Ben Black, c'est la même chanson, mais il comme. Je sais pas, il met un drap maintenant devant ça. Je pense que je préfère l'autre. Je vois ça bizarre un peu. Moi aussi, je trouve l'autre plus fun. Ouais, puis ensuite, Copeland lui arrive dans son personnage de vampire. Fait que, mon Dieu. Et il arrive, je sais pas si c'est peut-être pas voulu, mais il est arrivé à droite du stage, complètement. Il est pas dans les tunnels, il était vraiment comme. Mais je pense que c'est voulu parce qu'il fallait que c'était là que la place pour monter était, puis il pouvait pas prendre celle que les Young Bucks prennent. Fait que... Sauf que qui faisait ça à la WWE? Ben lui, me semble, dans son clan, il rentrait de cette manière-là. Ça, il rentrait à droite du stage. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, dans son cercueil. Exactement. Je sais pas si c'était un clin d'œil à ça, ou si c'est un peu tout ça en même temps, peut-être. Là, ça se peut. Mais bon, tu sais, son personnage vampire, ça va. Moi, j'aime son entrée quand même. C'est de la nostalgie, là, je veux dire. Puis, on est dans les Member Berry. Full nostalgie. Fait que, on va revenir à la fin du match de toute façon. Les deux messieurs rentrent dans le ring et les deux font comme, hey, nous, on pensait avoir des kendo sticks. Finalement, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la place des kendo sticks pour être capable de se battre comme si on était des Jedi puis on était dans Star Wars? Mais en fait, comme, hey, qu'est-ce qui est le plus proche d'une épée qu'on pourrait prendre? Une table? Pas tant. Il y a un bat de baseball là, mais on va le prendre plus tard. On va prendre des chaises. Puis ils sont battus à grands coups de chaises. Les deux, ils se frappent des chaises, s'évitent des chaises, lancent des coups de chaise. Mais j'ai bien aimé quand même la truc parce que là, tente, il pitch la chaise, tente de faire un spinning kick, il repogne la chaise, tente de faire un spear. On s'évite. Mais c'était bien. Ça a commencé de même. Ça a commencé quand même avec une belle séquence de chaises au début. Ensuite, on s'enligne, let's go. On s'en va dans le coin, on rouvre les fronts, let's go. Barbelé sur le turnbuckle, mettre ta face dedans. Et là, quand même une grosse ouverture là, de Malachi. Là, la coupure était pas très belle parce qu'il saignait énormément. Puis on est à 1 minute du match là, à ce moment-là. Fait que tout avait des barbelés. Fait que, tu sais, si c'était dans le match, ça avait des barbelés à quelque part. Fait qu'on a bien utilisé la stipulation de barbelés. Là-dessus, on a vu qu'on a vraiment construit le match autour de spots de barbelés. Fait qu'il y a des battes de baseball de barbelés, des turnbuckles de barbelés, des barbelés tout le long du ring, autour du ring. Puis, à un moment donné, là, on veut mettre la face de Copeland dans un barbelé. Puis là, on a la caméra proche, puis là, Copeland, il est bon, là, c'est un bon acteur. Avec lui, il fait sa face de fou à 3 pouces de la caméra avec un barbelé pas loin de l'œil. Bien aimé, cette petite séquence-là, beau sel. Très, très bon. Des powerbombs dans la table de Copeland, mais il s'accroche au barbelé en haut. Fait qu'il décroche des barbelés. C'était beau, là. Puis il a réutilisé ces barbelés-là par après. Là. Fait que ça, tout ça était bien fait. Fait que c'était bien monté, là, dans le match. Tu sens c'est des vétérans, ben, en tout cas. Clairement, Copeland, je trouve souvent ces matchs sont bien construits comme ça. Là. Des logiques pour comme. On peut pas juste installer une table sans qu'il y ait de raison. Là, non, fait que là, on peut pas juste avoir un barbelé lousse sans qu'il y ait de raison. Faut qu'on le décroche, faut que ça fasse. Et il a utilisé ce barbelé-là par après, justement, pour. Exact, parce que c'était logique, c'est ça. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il n'en a pas sorti un nouveau. Il y en a un en haut, on va le décrocher. On va le décrocher, on va trouver une façon de décrocher pour être capable de l'utiliser. Et il voulait être certain que Malachi ne bouge pas sur la table. Il s'est dit, moi, je veux pas que tu te sauves. Fait qu'il a littéralement enveloppé Malachi dans du barbelé qui lui une table de barbelé. Il est couché sur une table de barbelé parce que tout a du barbelé. Puis le monsieur de quoi
51, il est quoi, 48, 51 dans ces âges-là. Il a monté au top de la cage. Puis là, ben, t'as Tony Schiavone qui est comme, c'est 15 pieds de haut! Oui, t'as raison, Tony. C'est 15 pieds de haut. Et il y a 50 ans. 50 ans. Et une descente du coude, moi je pensais qu'elle allait faire un splash, mais non, une descente du coude, mais quand même. Mais pas une descente clean, là, dans le sens où il est pas à l'horizontale dans sa descente du coude. Et je pense que c'est ce qui le blesse parce que il tombe debout avec une descente du coude. Tu sais, juste la force de l'impact fait que la table, elle pète quand même. Ouais. Mais là, ça a dû être rough sur le genou, sa cheville, je sais pas quoi. Il boite après, à partir de ce spot-là, tout le long du match. Et il ne se rend pas à la conférence de presse après. Tony Khan mentionne qu'il y a une blessure. Est-ce que c'est ce spot-là qui a créé peut-être un petit quelque chose? Fort possible, parce que j'étais comme, c'est beaucoup haut, c'est très haut pour un monsieur de 50 ans. Puis de la manière qu'il est tombé, c'est beaucoup de poids et d'effet de gravité sur une jambe de monsieur de 50 ans. Et on espère que ça sera pas long terme. Là, mais... tombe en frog splash à ce moment-là. Ben presque. On le saura jamais, mais... Mais peut-être qu'il... C'est ça, mais en même temps, c'était peurant aussi faire un bump de face là, à cet âge-là aussi. Je sais pas lequel des deux est pire, là. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu une petite blessure dans ce spot-là. C'est ça, mais ça paraît pas pour le reste du match. On finit le match quand même. Absolument. Malakai qui s'était fait un peu tout ça, des chants holy shit. Malakai qui va frapper, kicker Copeland en dehors de la cage complètement. Il va voler dans la porte. Et puis là, ça, j'étais fâché. Fâché, là. Parce que dans la lutte, quand un match en cage, tu sors, tu gagnes. Exactement. Et là, je sais pas pourquoi. On a pris des règles de plus. C'est la version de tout ça, c'est le Hell in a Cell, la WWE. Fait que là, je suis comme, est-ce que pour eux, match d'acier avec des barbelés va égaler des règles de Hell in a Cell? Parce qu'avant, tous les autres matchs d'acier de cage avec du barbelé, il y avait des règles de match de cage. Puis des règles de match de cage, c'est tu sors, tu gagnes. Là, il sort, on finit pas le match. Bref, mais ça sur le côté. Mais moi, sur le coup, j'étais comme un peu gossé, tout ça pour installer les règles. C'est ça, tout ça pour installer peut-être un turn du House of Black. Et il y a eu, pendant 2 secondes, un turn du House of Black qui se met. Ça, j'aimais ça. Ça, c'était beau, là. J'aimais ça, mais après, j'ai pas aimé ça vu qu'ils l'ont fait fake. Ouais. On dirait que je l'aurais pas fait. C'est ça, on dirait que je l'aurais pas fait tant qu'à le faker. Mais en même temps, j'étais content quand j'ai vu ça. Mais après, j'étais comme, c'était juste pour faire un faux turn. Avec un Copeland blessé, est-ce qu'il était supposé peut-être d'avoir un vrai turn et qu'on l'a complètement... Ah non, parce qu'à la fin du match, ça aurait pas fonctionné. Non, ça, je pense pas. Mais c'est ça. D'après moi, on voulait juste faire un holy shit moment. Mais après, on fait, ben non, c'était une joke. LOL. Just a prank. Après, on va les deux dans la cage, on met les deux, on place Copeland en position Jésus. D'ailleurs, il me semble que j'entendais un chant Jésus pendant ce moment-là. Mais il y en a qui, parce qu'ils mettent une couronne de pique. Une couronne de barbelés, puis ils le tiennent un peu. Là, ils tiennent de même. Il me semble que j'ai entendu la foule. Et on l'entend pas fort, même ça, il y a un petit chant Jésus qui me fait rire. Et là, les lumières shake. Et là, c'était une des questions dans le questionnaire. Est-ce qu'il va y avoir de l'utilisation de pouvoir? Eh bien oui. Adam Copeland sort ses pouvoirs de vampire. Il fait summon un vampire. Il dit sort du ring. Et qui sort pas du ring? Gangrel, son ancien chef vampire. Qui sort. Il est rendu un monsieur quand même âgé. Les dents un peu costume d'Halloween dedans. On y croyait moyen, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça que c'est. Et bref, viens faire l'intervention. Fais une distraction plus qu'une intervention, parce que c'est quand même cassé à la gueule, mais ça permet à Copeland de sortir un spear, puis faire la victoire, puis clearer le ring. Fait que une victoire de Copeland qui garde sa ceinture grâce à ses pouvoirs. Se blesse dans le processus, fait qu'on va voir où ça va nous apporter pour la suite, là. Exactement. Puis bien content d'avoir ramené un nécromancien comme personnage. Copeland. Ça manque de gens qui se font summoner. Fait que ça a été fait. Ça a été un des matchs qui était... en tout cas, pas tout le monde qui aimait ça, ce match-là. Pour la fin, pour les trucs. Il y a eu beaucoup de choses que je peux comprendre qui, moi, m'ont gossé dans ce match-là, au niveau de la logique du match. Puis la fin, ramener Gangrel, le faux turn, le fait qu'on sorte de la cage.
Mais somme toute, si t'enlèves ces éléments-là, qui au final, c'est des éléments de booking, c'est pas des éléments de lutte, les deux gars, le bon 15-20 minutes qu'ils ont eu tout seul dans la cage à le vendre, est-ce que j'ai trouvé que c'était un bon match, ce 20 minutes-là. La fin, j'aurais peut-être un petit peu moins fait de trucs bizarres qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression que ça a plus nuit au reste du match. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est mon avis. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous dans les commentaires. C'est juste pire, mais ouais, c'est ça. Ça s'est terminé sur soumission avec un barbelé. Soumission avec barbelé pour s'évanouir. Les gens avaient quand même en majorité, à 60%, les Adam Copeland gagnant. Tout le monde avait qu'elle allait avoir une utilisation de pouvoir. Personne n'avait par soumission, par contre. Tout le monde le voyait plus par tomber. Fait que c'est plus une soumission qui a été faite. Intervention, oui, il y en a eu. Et ça a duré plus de 15 minutes. Parce que c'est un match de Adam Copeland. Puis Copeland, il aime ça, des longs matchs. Ouais. Il en veut des longs matchs. Ensuite, on enchaîne. Là, il nous reste 2 matchs sur la carte. Non, 3 matchs sur la carte. Mais 2 des 3, c'est Néo. C'est un triple main event. Qui a tout haïssé. Qui a tenté de justifier. Moi et tout, je te dirais que c'est un peu weird de faire un triple main event. Bon. On est à Vegas, il faut 3 affaires pour gagner. Fine. Ouais, exactement. Justifie ça comme tu veux. Mais, cependant, ce que je suis content, c'est que le premier match de ce triple main event-là, moi, je l'ai trouvé très bon. Et c'est Willow Nightingale contre Mercedes Moné. Premier match de Mercedes Moné depuis son retour de blessure. Et surtout, premier match peut-être, parce que c'est pas tout le monde qui suit la New Japan, en Amérique, dans une grosse compagnie, depuis son départ de la WWE. C'est pour le championnat de la TBS féminin. Donc, on commence ça. Moi, c'était mon match préféré. Fait que, y a personne qui l'avait mis que ça allait être mon match préféré, mais moi, ça a été mon match préféré de cette carte-là. Pour, je pense, la surprise de Mercedes, à quel point je l'ai trouvé bonne puis fluide dans le match. Willow, j'ai trouvé excellente comme dans les dernières semaines. J'ai trouvé leur chimie très forte aussi, règle générale. Et ce qu'on nous a raconté comme histoire aussi à l'intérieur du match, j'ai bien aimé ça. On commence ça avec les entrées. Fait que d'abord, là, tu sais, on avait la théorie du costume. Mais là, pour celle-là, on parle de la théorie de l'entrée. Parce que, grosse entrée pour Mercedes Moné. Avec un band, avec des madames déguisées, avec des madames un peu de joie qui viennent de faire des pieds. On est à Vegas, tout ça. French encore. Grosse entrée pour elle. Et ensuite, l'entrée de Willow, un peu poète aussi, juste. C'est avec deux amis qui tiennent un gros bracelet de friendship. On dirait ça faisait tellement cheap, là. Ils tiennent une banderole en arrière. Quand l'autre a eu, genre, la totale, puis c'est même pas elle qui est championne. Ça sentait le changement de titre de l'entrée. C'est comme, ouais. On aurait pu au moins égaliser, là, donner une belle entrée à Willow, surtout qu'elle est la championne, mais bon, on l'a pas fait. Moné qui a un booking très heel dans ce match-là, s'installe clairement comme la méchante. Cependant, le public, je dirais 60% était pour Willow, 40% était pour Moné, mais c'était pas clair qui était le méchant pour la foule. C'est ça, clairement, on sentait que c'est Moné qui contrôlait le match ou qui dirigeait le match. Ce qui est très normal quand même. Là. Ce qu'habituellement le heel fait dans un match classique. Là. Exactement. Fait que ça commence tout de suite, tu sais. Willow veut tout de suite commencer, elle se cache dans les cordes, tu sais, un move de méchant classique. Là, je suis dans les cordes, attaque-moi pas. Ensuite, veut se faire attaquer, se sauve à l'extérieur. C'est un move que Miz ferait, là, tu sais, sauve à l'extérieur, retourne dans le ring, fait un cheap shot quand Willow retourne dans le ring. Fait que tu sais, très méchante pour faire ça. Par la suite, ça j'ai bien aimé ça. Elle tente de faire un arm drag un peu de la troisième. Mais Willow est trop forte. Fait que ça marche pas son arm drag. Et elle fait juste rester là. Fait comme non, tu serais pas capable d'en faire un. J'ai bien aimé ce celle-là parce qu'on vendait très l'agilité. Puis la. Tu sais, elle est beaucoup plus petite aussi, la Mercedes, que Willow. Puis Willow, on l'a vendu très forte avec des mouvements comme ça. Fait que plus powerhouse comme style. Par la suite, on envoie ça à l'extérieur. Un beau sell de Willow sur. Il y a eu comme un espèce de coup de pied. Qui faisait ça? Il y avait un peu. Sandrade qui faisait ça? Non, Zayn faisait ça un peu. Sami Zayn, là, il est comme à l'extérieur et au lieu de. Il se fait flipper, mais flippe dans les cordes pour redonner un coup de pied. Ah oui. Mercedes fait le même genre de mouvement, mais lance bien le coup, ça de sa clavicule. Et un beau sell de Willow qui vend la clavicule à ce moment-là. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que là, par la suite, ben là, à l'extérieur, elle a un peu mal.
Elle se fait sauter dessus, mais elle reprend le contrôle. Willow avait un finisher. Elle fait son finisher sur le bord du ring, comme Kevin Owens. Fait Cloud, je te casse le dos. Si bon, Et hein. c'était super beau, mais ce qui était plate, c'est le booking, encore une fois, parce que presque pas eu de sell. Alors que j'ai l'impression que c'est le temps qui manquait. Fait qu'on était peut-être un peu serré dans le temps. Le pay-per-view était long. On a peut-être dit enchaîner rapidement. Parce que ça méritait un compte jusqu'à 10 là, extérieur. Oui, parce que c'est le finisher de Willow. Puis Mhm. c'est bang, même si on est en début de match, c'est direct sur la barre du ring. Mais à la place, non, on fait juste, elle a le coup, elle remonte dans le ring rapidement, fait quasi un no-sell pour continuer le match. Fait que ça, je trouvais un peu dommage au niveau du booking. Mais c'était très beau comme mouvement de la part de Willow. Ensuite, c'est ça, t'as bien aimé qu'on a commencé à attaquer la cheville, qu'à un moment donné, c'est commencé à viser la cheville de Willow. Mhm. Oui. Parce que ça nous rappelait l'histoire qui a été racontée. Ce qui était exactement. C'est comme si on a mis un peu comme un effet miroir où Monet fait comme à cause de toi, je me suis blessé à la cheville, ben moi à mon tour, je vais te péter aussi la cheville. Ben, j'ai bien aimé un peu le clin d'œil qui a été donné sur ce bout-là avec la cheville. Fait que ouais. J'ai bien aimé les détails qu'on a mis dans ce match-là. Ouais, fait que c'est un bon storytelling qui rappelle un peu l'histoire. Elle reprend donc le contrôle, puis elle attaque la jambe. Elle fait par la suite, j'ai bien aimé ça, une espèce de Willow un peu assis dans le milieu du ring. Et là, Mercedes passe par-dessus et fait son finish. Ben, non, c'est pas un finisher, mais c'est un move signature où avec les deux genoux directs, genre sur les épaules. Le Météora. Exactement. Fait elle fait ça, mais quand elle saute par-dessus Willow, moi j'ai trouvé super impressionnant. Elle atterrit exactement au bon endroit. Oui. La lance à l'extérieur, en fait un deuxième, mais là, cette fois-ci, à l'extérieur. C'était super bien exécuté. C'était super bon. Ensuite, on enchaîne avec des soumissions sur la jambe, sur la cheville de Willow. Continue d'attaquer cette partie-là. Fait même le backstabber, qui était un peu son finisher à la WWE. Mais alors, c'est pas assez. Il y a un kick-out de la part de Willow. Monet est frustré. Et comme tu kick-out à mon ancien finisher de l'ancienne compagnie, je le prends pas. Mais Willow, elle renverse par la suite la soumission. Elle retente un ankle lock. Elle renverse ça. Elle fait elle-même un ankle lock à Monet. Mais elle a mal aux genoux, elle a mal au truc. Fait que ça dure pas longtemps. Elle se fait envoyer dans les cordes. L'autre aussi se fait envoyer dans les cordes. Les deux qui se courent un contre l'autre. Et là, gros plaquage. Parce qu'on est dans les séries de la Ligue nationale de hockey. Gros plaquage de Willow qui va faire voler Mercedes Monet. Elle très loin. Dedans, là. C'était bon. Elle rentre. Là, encore une fois, on la voit Powerhouse. Par la suite, Willow installe le Monet dans le coin. Et là, elle fait son classique, une espèce de. Elle rentre dans le coin, un peu comme Strowman fait, un peu comme Big Show faisait. Fait qu'elle fait ça dessous, mais vu qu'elle se fait attaquer la jambe depuis le début, elle boite. Elle court en boitant. Fait que ça, j'ai bien aimé le sel de ce côté-là. Et il rentre dedans. Malheureusement, ça permet pas à Monet de s'enfuir malgré le fait qu'elle boite. Fait que ça a même été souligné par les commentateurs qu'elle aurait pu s'enfuir, mais non, elle n'a pas été assez rapide. Parce qu'on enchaîne avec des cordes à linge. Des cordes à linge dans le coin. Let's go. Monet m'a gagné à coup de corde à linge. Ouais. Pendant Monet monte sa deuxième. Fait comme c'est pas vrai, tu vas gagner de même. Elle se lance sur Willow, puis Willow, dans les airs, à la pogne, à la relever, un beau Spinebuster. Ah ouais. Un Spinebuster, c'est ça, un contre de Spinebuster dans les airs. Il aurait pu, d'après moi, faire ta liste de la dernière fois. Et le plus beau Spinebuster parce qu'il est bien rentré. C'est quand même bien fait. Ah ouais. Par la suite, elle tente un powerbomb, un autre powerbomb, mais c'est contré. Monet essaie par la suite de faire une soumission, mais là, au bras, ce coup-là. Fait qu'un espèce de arm drag. Mais là, elle est comme ça Willow. Fait, elle est forte, Willow. Fait elle pogne comme John Cena à un bras, elle la lève dans les airs. Puis paclao, la pitch à terre. En powerbomb. Puis Mercedes vend toujours bien. Elle a tout le temps lutté comme plus petite. Elle vend très bien ce genre de spot-là quand elle descend vers le bas. Puis elle se fait là, complètement détruire dans le canvas. Elle le vend bien. Puis un peu ragdoll, un peu molle. Là. Fait que ça fait bien. Là. La chimie est bonne. Exactement. La chimie est très bonne à ce moment-là. Puis c'est ça que j'aime aussi ce qu'on nous vend. Là, fait que vraiment la petite fille versus la personne plus powerhouse. Les deux par la suite montent sur la 3e/2e. Les deux, Willow tente un espèce de superplex, mais de l'autre bord, c'est contré par Monet qui réussit à placer un powerbomb. Fait que fait juste repitcher qui est déjà monté. Elle la prend pas sur ses épaules pour l'amener, mais afin qu'il donner l'air d'aller pour la pitcher au sol en powerbomb. On retourne par la suite sur le bord du ring. Monet tente de. Je pense que c'est une espèce de curb stomp, en tout cas, tente de le décraser. Willow avec son pied. Willow l'esquive. Et
pogne la cheville de Monet, la fait une espèce de jambette, fait que là, elle tombe sur la barre du ring. Elle a mal. Elle a encore attaqué la cheville qui vient d'être guérie. C'est comme ça qu'on s'est blessé. Et on pogne Monet. On y fait un knee breaker direct sur les abords du ring. Ça a l'air de faire mal. Ça a bien été fait. Fait qu'elle aussi. Et comme tu veux attaquer ma cheville, moi tout, je vais attaquer ta cheville. Je l'ai déjà pété une fois. Capable de la péter. Willow, par la suite, tente de faire la soumission sa jambe avec ses bras. Tu sais, une espèce de. Un peu le move de Rhea Replay, là, tu sais, la soumission par en avant. Ouais. Puis elle a spiné pendant qu'elle fait cette soumission-là, avec la spin en rond, un peu à la Cesaro, plus une soumission. C'était super beau, encore une fois. Tu vois l'espèce de. C'est ça. Comment elle est légère, Mercedes Moné, puis quand tu te mets avec quelqu'un qui travaille puis qui est plus puissante, ben, ça fait des beaux spots comme ça. Bien aimé ça aussi. Ce spot-là. Par la suite, on a. Elle se dirige vers l'extérieur, Moné. Et là, une petite altercation, genre, avec Statlander. Fait que tu sais, Willow elle a fait un powerbomb, elle tente de le tomber, ça marche pas, elle s'en va à l'extérieur, l'arbitre est pas concentré, Statlander elle frappe, Statlander est frustré, boum! Tente le pin, après le powerbomb, 1, 2, mais là l'arbitre est concentré à gérer Holloway, à gérer Statlander en arrière, fait que là, clairement, ça serait terminé là-dessus, ben oui. Mais là, elle est pas là, fait que là, quand l'arbitre elle se rend compte qu'il y a un pin, elle revient. Fait 1, 2, et non, il y a un kick-out. Et là, t'as Hathaway qui scelle, il est pas content. Il est pas fier d'eux autres. Statlander est pas fier d'elle non plus. Pas content. Et là, ça va être mon petit côté. En tout cas, on va en reparler dans l'après-match. Mais de la manière qu'on a vendu ça, moi, je trouvais ça pas logique. Comment que le match s'est construit. Parce que c'est clairement Monet qui crée l'altercation. Mais qu'on nous va à la fin, c'est comme si c'était un plan depuis le début. Ouais. Mais bon, on va s'y rendre. Fait que là, évidemment, quand ce genre de truc-là arrive, on est comme, oh, d'après moi, ça va changer le momentum. Et ça change le momentum. Fait que là, STF de la part de Monet. Mais Willow a réussi à toucher les cases pendant que Monet enchaîne, elle s'en va, elle attend de monter sa troisième, finalement, réussit pas, mais pogne Willow. Et là, c'était quand même impressionnant parce que, pas petite Willow, la mène dans le milieu du ring en Money Maker et pack, la pitch en Money Maker. Le faiseux d'argent a fonctionné. Le faiseux d'argent a fonctionné. Tente le tomber 1, 2 et 3. Nouvelle championne TBS, Mercedes Moné. De manière peut-être un peu prévisible, peut-être décevante également d'avoir cette défaite-là. Et là, la manière qu'on justifie l'après-match, une espèce de Statlander qui vient consoler Willow dans le ring. Alors oui, lui, il est fâché contre Willow. Il commence à la chicaner. Mais t'es pas bonne. Fait que là, Statlander, quand même, calme-toi, le vieux, là, parce que, tu sais, elle essaie de protéger son ami, fait qu'elle pousse. Alors oui. Hey. Alors oui, il tombe à terre, un peu surpris. Oh non, je suis en train de perdre le contrôle, là, mais j'étais comme, ok, parfait. Peut-être qu'on va juste sortir Hathaway de ça. Fait que là, bon, elle sort avec Willow. Ils vont sur la rampe. Et là, out of nowhere, McLeod, grosse corde à l'air sur Wheeler de Statlander. Et là, t'as dans le ring Hathaway qui sourit un peu de manière machiavélique. Statlander qui est comme on taille. Je suis méchant. Turn de Statlander. Et là, c'est ça. Pourquoi j'ai pas aimé ça? C'est parce que c'est comme pour que ça marche, cette histoire-là, comme si c'était prévu dans votre plan, faut que Mercedes Moné soit dans le plan. Parce que c'est elle qui a comme créé l'altercation au départ, qui a coûté le non-pin. Puis ce qu'on vend aussi à ce moment-là, je suis comme, pourquoi tu vends que tu veux pas que Willow gagne, puis que là, quand tu t'es rendu compte que tu as créé la fin de match, t'es déçu, mais finalement, t'es pas déçu parce que c'est ton plan. Dans le sens, ça sert à quoi que tu le fasses après le match? Ce turn-là, c'est ça ton plan. Genre, fais-le durant le match clair. Pis oui, c'est ça. Écoute-lui le match, si c'est ça ton plan, là. On l'amène après le match de manière un peu bizarre. Fait que tout ce côté-là. Qu'est-ce qui va expliquer ce turn-là? Parce qu'il n'y a rien qui a été installé, il n'y a pas eu de hint, il n'y a pas eu. Comment on va nous justifier ça la semaine prochaine ou la semaine d'après quand on va revenir sur cette histoire-là? Là, puis là, clairement, on s'en va une feud Statlander-Willow, mais comme. Assurément, mais moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un gros raccourci scénaristique de juste, faut qu'il y en ait une qui soit gentille, une qui soit méchante, on fait un turn facile. Mais le turn, je le trouve pas logique à l'intérieur du match. C'est ça. C'est peut-être ma petite critique du match. Le match de lutte était excellent. Moi, j'ai vraiment apprécié le match de lutte. Encore une fois, le booking, j'ai l'impression de la fin, particulièrement.
Je sais pas. Je sais où on s'en va vers où, pourquoi on le fait. Cependant, j'ai bien aimé Hathaway que lorsque Statlander se met comme ça, Hathaway vient mettre sa tête dessus son biceps. Je trouvais ça très niaiseux et drôle. Ouais. Mais pourquoi le turn a lieu? J'ai pas compris à l'intérieur du match. C'est ça. Puis, je vais qu'on me l'explique. Puis d'après moi, on va juste me l'expliquer. Mais j'aime beaucoup ta phrase d'un raccourci scénographique de faire comme, ok, ben il faut là, on le fait là. Mais, ok, mais c'était pas prévu. À quel point tu le places là sans rien nous dire. Au pire, placez la semaine prochaine ou fais-le la semaine prochaine. Statlander a une semaine pour décanter tout ça. Puis comme. Ou. Pas Statlander, mais. Le petit monsieur. A le temps Hathaway a le temps de convaincre Statlander de tourner. C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Bref, fallait un hit factor après. Fallait pas nécessairement un hit factor après. Je pense que la victoire de Money était assez sans nécessairement se focusser sur ce turn-là. Surtout que je trouve que ça a enlevé un peu de oomph à la victoire de Money qu'on aurait pu juste célébrer. Puis tout ça aurait pu être un meilleur segment qu'un Dynamite qui suit, justement, en le justifiant plus clairement qu'Holloway a fait jouer, tu sais, a fait appeler ses contacts, faut qu'on sorte Willow, tu vois, nuit, elle a perdu son match, elle n'a pas été capable de gagner. Et là, ça le justifie plus. Là, à la fin de match comme ça, c'est un peu weird, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. C'était quand même mon match préféré parce que j'ai bien aimé la lutte. J'ai surtout bien aimé revoir Mercedes Moné avec... c'est ça, on dirait que j'avais pas tant apprécié, moi, sa run à la New Japan en termes de match. Mais là, on dirait que j'ai revu la Mercedes Moné qui était Sasha Banks à la WWE. Et j'ai bien aimé ça. Une des meilleures lutteuses sûrement au monde. Elle l'a prouvé encore une fois. Qui est excellente. Ça fait du bien à la All Elite Wrestling d'avoir ça dans ses matchs. Ça l'est suivi, moi, d'un match qui m'a surpris. C'est Swerve Strickland, qui est le champion du monde de la All Elite, contre Christian Cage. Je m'attendais absolument à rien. Moi, sur papier, ce match-là me faisait ni chaud ni froid. L'histoire, la construction vert était quand même intéressante avec Nick Wayne, avec tout ça. La famille du patriarche contre Strickland, puis tout un peu le changement d'histoire, de paradigme entre les deux, d'énergie entre les deux, où le heel est devenu face et le face est devenu heel 6 mois plus tard. J'aime bien ça. Je m'attendais à rien, puis une chance, parce que le match a été excellent, puis je pense que le fait que je m'attendais à rien, ça a ajouté au fait que le match finalement était super bon et j'oublie toujours à quel point Christian est intelligent dans ses matchs, à quel point Christian travaille bien. Est-ce que c'est le meilleur lutteur? Non. Est-ce qu'il est capable de bien jouer et de travailler autour de ses lacunes? Oui. Il le fait extrêmement bien et il est capable de s'appuyer sur Strickland qui, lui, est un lutteur incroyable. Fait qu'ils ont été capables de jouer avec les forces et les faiblesses des deux, de bien camoufler les faiblesses des deux et de bien jouer sur les forces. Il y a eu des gros spots comme un match, presque un match du Japan où ça commençait plus mollo et plus ça avançait, plus on a bien travaillé. Des spots un peu niaiseux aussi où Swerve essaye de déchirer le col roulé de Cage puis il déroule complètement dans sa face, puis là, on joue un peu avec tout ça. Un gros stomp de la part de Swerve sur Cage, sur la table des commentateurs espagnols, parce qu'il y a tout le temps des commentateurs espagnols qui sont là dans les pay-per-view. Puis un finish plus... pas comme je m'attendais, il n'y a pas eu 1000 kick-out, mais je pense que c'est toi Max, qui l'avait souligné, je pense, la semaine passée, dans notre preview plutôt. Tu disais que Cage n'a pas l'aura de quelqu'un qui peut kick-out 1000 fois de finisher. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu 1000 finishes. Un coup de pied d'en face, merci, bonsoir. Là, c'est sûr qu'il y a eu là, des interventions de part et d'autre. Puis puis il y a le stump aussi à l'extérieur sur la table. Il y a un stump à l'extérieur, oui, exactement. Fait que, ça, à la limite, c'est pas juste, c'est correct, ça. Parce que c'est à l'extérieur, t'as pas... On installe, oui, c'est ça. Il y a eu un stump sur le parterre, en plus, si je me trompe pas, avant tout ça. Fait que, puis oui... des interventions d'un peu tout le monde là-dedans, de Luthozor qui essaye de s'interposer, ça fonctionne pas, avec le jeune Nick Wayne aussi, la maman, tout ça. Fait que, tout ça pour dire que je m'attendais à rien, j'avais pas d'attente, puis j'ai bien aimé ce match-là, même que c'est dans le top de mes matchs de ce pay-per-view-là. Moi, je l'ai trouvé un petit peu long, un petit peu trop long.
pense que je Ben, m'aurais réduit un c'est petit peu. C'est Christian qui travaillait WWE, là, où il y avait des longueurs, puis il y avait des Ouais. moments où il jouait avec la foule. On aurait pu couper ces longueurs-là pour Ouais. vraiment se concentrer sur les spots. Puis oui, ça aurait enlevé peut-être 2 minutes de trop au match, je suis d'accord avec toi. Vu que c'est un main event, est-ce que les gars se disent, on se doit de donner un 20 minutes de lutte ou un 18 minutes de lutte parce que c'est un main event? Peut-être, mais un 15 bien monté, bien fait, surtout qu'on sait qu'on s'en va vers l'anarchie tout de suite après. Je suis d'accord Mais que ça aurait Mais pu ça a être duré un peu 25, tu sais, pas loin de 25, Ben, ce vas-tu match-là. éviter un- Puis, ça aurait pu tu sais, être il y a un eu 20 l'histoire un peu dans le bien condensé. milieu. Il y a eu l'histoire dans le milieu avec Ouais. Prince Nana qui se fait kick-out parce que là, il y a C'est comme ça. si l'arbitre. Encore une fois, refuse ça, que ça a été un peu le Ouais, thème ouais. de tout ce pay-per-view-là. Les arbitres n'avaient pas une bonne soirée. Fait que là, renvoie Pas de Prince bonne Nana. soirée. Mais pendant ce temps-là, hey, alors ça se donnait à cœur joie dans les interventions du clan du patriarche. Tout le monde pas mal a intervenu. Voilà. Jusqu'à temps que, tu sais, t'as comme une intervention qui se fait d'en face. Puis ils font comme, ben, qu'est-ce que vous faites? Genre, vous pouvez pas faire ça. Puis finalement, ben, on réussit, si on veut, à malgré toutes les embûches, Swerve le remporte. Fait que c'est ça, un match pour. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. On s'attendait à ce que Swerve garde au moins sa ceinture. Au moins un J'ai beaucoup aimé pay-per-view, le surtout contre visuel aussi Christian. d'un Strickland. Ouais, ben c'est ça exactement. Puis, ça, j'ai beaucoup aimé le visuel d'un Strickland. Toi, je sais que toi, tu trouves qu'on le vend pas nécessairement très fort. Moi, je trouve que c'est le contraire. On vend un Strickland qui est capable de surmonter, capable de monter des montagnes, de passer par-dessus, de overcome n'importe quoi qu'on lui donne. Et à la fin du match, il est sur la table des commentateurs espagnols avec la ceinture dans les airs. Et je trouve ce visuel-là très beau. C'est un Swerve qui est en forme, qui est confiant, qui a du charisme. Je trouve que c'est un excellent champion. Il look bien. Il play the part, il est excellent. Fait que je trouve que moi, on le montre, on nous le montre extrêmement fort, extrêmement bien. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Le visuel de la fin, avant qu'on s'en aille, oui, qu'on se dirige vers l'anarchie qu'on va vous parler. Est-ce qu'il y a eu des commentaires, des questions dans le questionnaire qui sont soulignés? Non, c'était très bien réussi, les questions. Tout le monde avait Christian gagnant. Le seul qu'on avait peut-être moins, ben, tout le monde a intervenu du côté du clan. Ouais. Et, on s'attendait peut-être que Maman n'intervienne pas, mais Maman a quand même intervenu. Et en termes de finish, c'est quand même bien réussi. Fait que, c'est ça. Il y en a qui ont été invités, il y en a qui ont été faits à l'extérieur, tout ça. Fait que, on s'est limité à 2-3. Fait que, je peux peut-être prendre un proté si on me le demande là-dessus. Mais... Parfait. Peut-être aller faire des reprises, là, une reprise vidéo de tout ça. Mais une petite surprise, hein, c'était pas le main event. Ben, petite surprise, je dis ça, mais en même temps, la majorité des gens avaient l'anarchie dans l'aréna, comme que t'avais calé. Yes. Moi, j'étais plus team, tu mets le champion en dernier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça aurait été dur à suivre, là, je veux dire. Je sais bien, mais tu veux. C'est le champion. Mais ça n'a pas été ça. Mais je pense que ça a été une bonne chose aussi parce que ça aurait été tough à suivre. Et finalement, le 3e sur 3 des main events. Ding, ding, Tony. Tony, celui qui fait qu'on a le gros lot. Yeah. Et c'était quand? En tout cas, moi j'ai apprécié ça. C'est sûr que bon. Apprécié. Oh, ok. Ben tu sais, c'est sûr c'est pas de la lutte là, tu sais, mais tu sais, c'est en même temps c'est tellement ça de la lutte là, mais. C'est ça. C'est la perfection entre c'est ça pis c'est pas ça de la lutte là. C'est ça. C'est très niaiseux, mais c'était l'anarchie dans l'aréna. Et on a commencé ça de manière anarchique, comme à chaque fois, Justin Robert qui dit Welcome to the shit show. Puis c'était un petit peu ça. Oui, que, complètement. Dès le départ, on a seté le ton. C'était une des questions, hein, est-ce qu'il allait avoir le combat, est-ce qu'il allait commencer pendant l'entrée de quelqu'un, pendant qu'il allait avoir de la musique d'entrée, parce que c'est un peu un running gag qu'on fait à chacun des matchs d'anarchie de l'aréna. Ouais. Ben, depuis le deuxième, en fait. Ah, même le premier. Le premier, c'était la tune en repeat. Okay. La deuxième, c'était un ban. Et là, le troisième, qu'est-ce que ça a été? Mais le troisième, ça a été... On a eu commencé avec les méchants qui ont été introduits. Et lors de l'entrée de Jack Perry, on a toute l'autre équipe, l'équipe des gentils qui est venue attaquer l'équipe des méchants. Ah, oui. Je sais pas s'il y a peut-être eu un petit problème de timing. Je sais pas s'il était supposé arriver pendant la tune de Darby Allin plutôt que la tune de Jack Perry. Je sais pas, parce que là, ce qui suit, c'est genre juste les trois qui viennent. Et là, Darby qui s'attourne finalement part. Et là, il arrive.
Fait que là, lui, il était comme... C'est comme s'il était pas dans l'équipe des trois qui attaquaient. Puis là, c'est la toune de Darby qui est juste continuer pendant que tout le monde se bat un peu partout. Chris, dans l'arena, parce que c'est l'anarchie dans l'arena. Puis là, il y a un manique où je pense que c'est Matthew Jackson qui prend le micro et comme c'est notre tune, mettez notre tune est bien meilleure. Puis là, c'est la chanson des Young Bucks. La tune de marde de Darby. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce que c'est bon. Puis là, je ne sais plus comment la transition s'est fait. Peut-être que tu pourrais rafraîchir ma mémoire, mais c'est la tune. Ouais, c'est un petit peu plus tard. La tune des Bucks a peut-être duré une minute et demie. Et là, Danielson, qui pétait la gueule à un des Bucks, justement, reprend le micro. Et lui, il fait genre « Enlevez-moi cette merde-là! On n'en veut pas entendre. S'il vous plaît, mettez la meilleure tune de tous les temps dans la tune d'entrée. » Ça met les attentes très hautes. Qu'est-ce qu'ils vont faire jouer? Parce qu'ils nomment pas la chanson. Et là, t'as... The Final Countdown. Et là, c'était le fun. C'était le fun. Là, j'avais un sourire d'enfant de 4 ans qui regardait de la lutte puis qui trouvait ça juste bon parce qu'il avait Final Countdown puis 4 caméras, ils ont divisé ça en 4 coins. On voit tout le monde qui sa gueule. Dans les escaliers. La fois qu'il y avait essayé It's the final count. Là, il s'arrangeait tout pour commencer à donner des coups sur le beat de la musique. C'était tellement niaiseux, tellement bon, tellement drôle. Et comme des bons heels, Matthew Jackson, le meilleur parleur des deux Young Bucks, a pris le micro, fait comme ça coûte trop, tu viens de me coûter 200 000 $, coupez ça, ce tune-là, coupez ça, ce tune-là. C'était excellent, tellement bon, tellement bien fait. Bravo pour ça. Ensuite, on se regroupe un peu tout le monde. Il y a quand même eu des petits spots pendant tout ce moment-là. Oui, absolument. Darby qui a sauté en bas d'une entrée. D'une des entrées, exactement. D'une des entrées. Il y a quand même eu des petits spots, mais c'était surtout genre, on s'est éparpillé les quatre. Un qui va en backstage, un qui va dans les trucs où les gens arrivent. C'est ça. Backstage, c'est Darby et Jack Perry qui s'en vont backstage. Et je le souligne parce que on les oublie un petit moment et on retourne après. Et il y a un bain de glace avec quelques boissons énergisantes et réhydratantes. Et c'est Darby qui a noyé Jack Perry. Donc Jack Perry est complètement mouillé. Je mets l'emphase là-dessus parce que plus tard, quand ils vont revenir pour le spot de la fin, on pourra se rendre, j'expliquerai à ce moment-là, quand on va se rendre là, pourquoi l'importance du bain de glace. C'était intelligent de faire ça parce qu'on le voyait pas. En tout cas, moi, je l'ai zéro vu venir à aucun moment. Ah, ok, jamais. C'est juste le fait qu'il essaie de le noyer. C'était bien fait et tout, là, parce que le gars, il gardait longtemps. Puis j'étais comme, il garde pas mon souffle si longtemps que ça. Il se donne. Fait que là, on les oublie, on revient dans l'arena, tout le monde continue un peu à se battre, c'est le gros brawl. Rien de mémorable qui me reste à l'esprit parce que j'ai tellement aimé le spot qui suit où on retourne backstage. Et là, t'as juste une pile de déchets. Et on voit Darby qui est comme gosse avec cette pile de déchets-là. La caméra s'en va vers un autobus. Et c'est Jack Perry qui conduit l'autobus et qui rentre dans cette pile de déchets-là et on estime ou on sous-estime pas sous-estime, mais on sous-entend plutôt que Darby était dans cette pile de déchets-là et qu'il s'est fait frapper par un autobus. Parce qu'on le rappelle, Darby, qui est rentré au début du match avec un masque à la Cody Rhodes parce qu'il s'est fait péter le nez avec des punaises sur le masque. C'est très beau détail. On estime qu'on pense que Darby s'est fait frapper par l'autobus. Donc un beau callback à la réalité de Darby qui s'est fait frapper pour de vrai dans la vraie vie par un autobus. Je l'avais callé, ceux et celles qui ont écouté l'épisode de jeudi passé. Je l'avais pas callé, mais je l'avais peut-être souligné. Ça m'a vraiment excité. Ce spot-là m'a vraiment excité. Ensuite, je pense qu'il aurait pu être un tantinet mieux filmé. Je pense que oui. Pour qu'on comprenne. Parce qu'il se passait tellement d'affaires que tu perds le fil, là, tu sais. C'est ça, là. Fait que, tu sais, là, tu comprends que c'est ce qu'il voulait faire, mais je pense que j'aurais quand même peut-être focusé sur le fait que Darby est dans la pile de déchets avant. Ouais. Puis on va ensuite y aller. Là, ça a comme tout été fait un peu rapidement. Un peu découpé entre d'autres spots. Puis le sous-entendu est bon, ça a été fait prudemment. Perry qui a bien vendu le fait qu'il a été knocké par le steering wheel. Fait que c'était quand même dangereux en char faire ça quand même. Oui. Parce que oui, c'est des déchets, mais je sais pas.
C'est un impact, là. Il a fallu qu'il break raide à la fin avant de rentrer dans les vrais trucks. Fait que... Bref, gros spot quand même. Gros spot. Ensuite, on se retourne vers l'aréna, mais on est au-dessus, au top de la rampe. Donc, où sont les entrées, où sont les tunnels? Il y a quelques beaux spots qui sont faits, dont je crois que c'est Nicholas du haut d'un des tunnels qui se lance dans une table. Un spot classique qu'ils font quand même très souvent, mais c'est toujours aussi impressionnant de le faire là, sur une surface dure, là, on s'entend. Là. Exact. On se bat et tout dans les jetons de poker géant. Exactement. Ouais, des beaux spots dans les jetons qui sont un rappel à l'arrivée de Moxley quand il a fait un paradigm shift à Kenny Omega au premier Double or Nothing. Donc, il y a des petits clins d'œil, des petits rappels à tout ça. Fait exactement. C'était le fun à voir. Puis là, évidemment, vous attendez. On arrive au spot que je pense que puis j'ai expliqué le spot, après ça Maxime tu pourras surenchérir. Darby arrive, il est encore tout mouillé pour comprendre Darby, Perry arrive. Perry arrive, Jack Perry, et il est encore tout mouillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'ils vont mettre sur lui, c'est une genre de gelée qui va empêcher les flammes de brûler sa peau. Donc, c'est un aspect mouillé, c'est un look mouillé, mais les cascadeurs qui vont travailler avec le feu, quand ils sont mis en feu, souvent, ils ont cette gelée-là qui sont mis sur eux. Il y a pas une couverte, mais une couche plutôt. Souvent, c'est du coton qui va être utilisé parce que le coton n'est pas flammable. Donc, ils vont rajouter d'autres gelées. Donc, les stuntwomen, quand ils font ce spot-là, utilisent ce genre de gelée-là. Donc, lui, il est couvert. Moi, je l'ai pas vu venir. Moi, je pensais que c'était juste l'eau d'avant. C'est ça, exactement. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir le bain de glace au début pour que quand il arrive là, qu'il a encore l'aspect mouillé, on fait comme il est encore mouillé du bain de glace, et on s'en rend pas compte. Et là, Darby arrive avec... Avant Darby, il passe dans les coulisses puis il ramasse Tony Khan en chemin. Oui, c'est vrai, il ramasse Tony Khan, c'est vrai. Gorilla Position, let's go, je te casse la gueule. On refait un peu l'histoire qu'on a racontée dans le dernier mois. Amène Tony Khan en avant. Entre-temps, c'est là que Darby... C'est là. Il arrive avec l'affaire que je croyais pas, mais Chris, ils l'ont fait. Ils l'ont fait! Ils ont cralissé quelqu'un en feu! Ils ont cralissé Jack Perry en feu. Avec un flamethrower, esti. Fait que finalement, est-ce que t'es en paix? Est-ce que t'es en paix avec le flamethrower, finalement? Ben oui, je suis en paix, puis évidemment, tu sais, nous, l'épisode de lundi est sorti après le show, fait que, tu sais, dans l'épisode de lundi, nous, on l'avait pas vu encore, le pay-per-view. Puis je suis comme full critique sur le fait qu'elle nous amène un flamethrower. Puis je suis comme, êtes-vous des imbéciles? Jamais ils vont shooter quelqu'un à coup de flamethrower. Puis tabarouette, ils l'ont fait. Fait qu'il y a Patrouilleur Dan, entre autres, qui me taquine un peu, qui me dit, puis comment t'as trouvé ça, le flamethrower? Ils l'ont fait. Je dis, ben oui, ils l'ont fait. Fait que je rétracte ce que j'ai dit dans le dernier épisode. Fine, t'as le droit de rentrer dans un flamethrower si dans le match qui suit. Tu calisses quelqu'un en feu. Mais quelqu'un en feu avec un flamethrower, ça a été bien fait. J'y croyais pas. Le fait que j'y crois pas, j'ai quand même aimé ça, parce que ça m'a amélioré mon pop quand c'était arrivé. Puis il a pas juste fait ça un petit coup, là. Il tient longtemps, comme un peu trop longtemps même. Puis un moment donné, t'es comme là, ça fait longtemps qu'il brûle. C'est pas un spot que tu peux pratiquer, là. Non. Tu le fais, tu le vis, puis t'espères que ça se passe bien, là. C'est de même que tu le fais, ce spot-là. Puis tu sais, moi, j'avais vu des extincteurs un peu à côté du tunnel où les Young Bucks étaient comme reclus pour reprendre sur eux-mêmes. Puis tu sais, eux, c'était clairement en attente, stand-by pour comme juste aller éteindre l'autre monsieur. Fait que ça m'a pas non plus cliqué. Moi non plus, je l'ai pas vu venir du tout, ce spot-là. Moi, j'étais comme des extincteurs, ils vont juste utiliser tantôt pour faire ça dans la face de quelqu'un, tu sais. Et non, des extincteurs, pour la première fois du monde, première fois ever, dans un match de lutte, et utilisé pour la bonne chose, c'est-à-dire éteindre un feu et pas juste shooter dans la face de quelqu'un. Fait que props pour ce spot-là. Mais c'est pas fini. On pensait peut-être que c'était le meilleur spot, le spot le plus incroyable. Il y a eu quelques autres bons spots. On retourne un peu plus vers le ring parce que faut quand même piner ou soumettre quelqu'un dans le ring pour gagner l'anarchie dans l'arena. On descend une corde du plafond. Les Young Bucks qui demandent à quelqu'un, demandez-moi une corde. Hey, okay. Sting descend la corde. Sting vit dans le top des arénas, on se souvient. Fait que Sting descend une corde et ils vont attacher le Darby Allin
le monsieur Flamethrower par les pieds, ils vont le soulever au-dessus du ring. Pas très haut, mais quand même assez haut pour qu'il pende. Et ils vont y maudire un super kick d'en face. Mais un super kick avec des punaises. Avec des punaises. Mais je pense qu'ils te l'ont pas manqué parce qu'il avait de l'air à se tenir la face après ça. Il essayait de jouer un peu comme s'il était inconscient, puis pendre là, mais tu voyais qu'il se pognait le nez, qu'il se pognait la face. Je pense que ça connectait en tabaslac. Et t'as le bon Daniel Bryan qui essaye de venir le sauver. Il y a un peu de brawl. Aussi. Tout le monde essaie. Il y a eu un Shatter Machine qui a été fait sur un des box. Mais tu sais, tout ce bout-là, c'était très absurde aussi parce que oui. la fin du match, t'as un Darby Allin mort qui pend. T'as des chants de « Please save Darby, please save Darby ». Pis t'as juste tout le combat qui se fait autour de Darby Allin. Pis je suis comme, est-ce que c'est niaiseux et bon? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'était très l'anarchie encore. Oui, c'était le qualificatif est très très bien choisi pour ce genre de match-là. C'était effectivement l'anarchie. Et c'est Bryan qui, dans un Hail Mary, essaye de sauver le bon Darby, qui mange un peu les finishers de tout le monde, dont un gros lariat de Okada, de Bryan, qui se fait complètement revirer à l'envers. Et c'est Jack Perry qui pin Darby de Bryan Danielson. Je l'avais pas vu venir que c'est Perry qui est mis de l'avant là-dessus. Bravo, premièrement, Jack Perry pour le pin. Nous qui trouvions qu'il était un peu mis de côté dans le clan, finalement, c'était pour mieux préparer ce spot-là. Donc, quand même bien fait, je trouve. Exactement. Il est littéralement en feu. Fait que non, je trouve que ça a été bien fait. Moi, j'ai eu du fun. Du début à la fin. Il n'y a pas vraiment de temps mort, nécessairement. Quelques coupures weird, quelques plans de caméra un peu bizarres, mais ça reste que... C'est fun, c'est le fun. C'est juste le fun. C'est un spot fest niaiseux, le fun, qui devait être le fun aussi à vivre live. Ben oui. C'est vraiment du gros bonbon niaiseux, le fun. À travers tout ça, on fait de la promo, ces souliers qui vont sortir et tout, des Young Bucks. Ils pompent ça avant de kicker Darby dans la face, ils ont pompé leurs souliers avec des punaises. Exact. Ça, on rappelle l'histoire du scapegoat, on rappelle plein d'affaires. Tout le monde en ressort fort quand même. Une autre défaite pour les équipes que Bryan est dedans, quand l'anarchie dans l'aréna. Bryan, là, je pense, c'est pas sa force, l'anarchie dans l'aréna. Il est meilleur, lui, entre les rings. Il est pas bon dans l'anarchie. J'ai trouvé un Okada effacé un peu, moi. Okada qui... C'est pas son style, hein. Fait que d'après. Voyons, l'ami à Kenny Omega. Là, j'ai Shibata dans la tête, mais c'est l'autre. Les Golden Lovers. Bref, lui, c'est vraiment plus son style. De ce genre de niaiserie-là. Il fait beaucoup mieux dans ce genre de match comme ça. Mais Okada, c'est ça qui est plus straight, on dirait. Mais il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu puis à brawler quand même. Mais un peu plus reculé. Mais c'est vraiment un match signature Young Bucks du début à la fin. C'est du gros niaiseux comme eux sont capables d'imaginer et de mettre en vie. Fait que ça marche de A à Z. Ça a très bien fini, je trouve, ce pay-per-view-là. Ça finit un peu en dents de scie, mais ça reste que... Dans l'histoire qui est racontée depuis 3 mois où les Young Bucks sont les EVP, où les Young Bucks contrôlent littéralement cette compagnie-là, je trouve que ça finit un pay-per-view. Ce pay-per-view-là, qui est un de leurs 4 gros pay-per-view maintenant, ça finit quand même très bien, très fort, puis ça fait du sens de la façon que c'est fait. On a eu notre beau moment avec Swerve une demi-heure avant. Là, on a un moment un peu plus heelish avec la fin du pay-per-view avec les Bucks, qui sont grands gagnants avec un Jack Perry sur leurs épaules. Fait que, très belle shot, quand même. Je trouve que ça wrap up bien un pay-per-view qui ne passera pas l'histoire, un pay-per-view qui... Très en dents de scie, ce qui était bon était très bon, ce qui était trop long était très pas bon. Je pense que j'aurais enlevé 3-4 matchs. Trent Cassidy, ça tu mets ça sur la télé. Je pense que de toute façon c'était une histoire qui devait être à télé, point. Je pense pas que ça méritait d'être en pay-per-view. Le FTW, ça aurait pu ouvrir la carte, je crois, ou être en deuxième, le FTW. Même Moxley Takeshita, tu sais, avec vu qu'il n'y a pas de stipulation, j'aurais peut-être même mis à télé et tout. Exactement, puis le Bang Bang Gang, le Death Triangle, par rapport. On voulait mettre le retour de Robinson en pay-per-view, je peux comprendre, mais encore là, est-ce que ça a valu la peine? Non. On aurait pu sauver une grosse heure sur un pay-per-view, c'était quand même assez long, en enlevant ces 3 matchs-là, peut-être un peu plus pouette-pouette. Somme toute, ce qui était bon était excellent. Fait que, pas un des moins bons des derniers de leur Elite Wrestling, mais quand même des spots, des matchs ici et là, mais rien, je pense, qui va être match de l'année.
Non. Fait que, Non, c'est ça. Mais on a ça fait quand avancer même l'histoire. apprécié. Ça fait avancer l'histoire, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps à la All Elite, ça a fait avancer les histoires. Donc tant mieux si on peut se concentrer sur certaines histoires puis avancer avec ça. Est-ce que ça fait tout du sens? Non. Mais quand même, beaucoup de plaisir à écouter ce pay-per-view-là. Notre beau questionnaire, les gens, les questions en général, ça ressemble à quoi pour la communauté de tout le monde. Ouais, ben, ça a quand même bien été. Mais tu sais, pour ce match-là, l'Anarchie dans l'Arena, beaucoup avaient le team des Young Bucks qui remportaient ça. Ouais. Un peu de surprise ici et là. Nombre de spots, c'est 3 et plus. Darby Allin a fait plus de 3 spots. 3 spots en fait dangereux qui a été mis son corps en danger pour ça. Et ouais, sinon, le pay-per-view en général, la moyenne est de 63. OK. Et on se situe entre 55 et 70. Fait que très nice. Quand même bien. Fait que c'est sur une possibilité de 99 points. Okay. Donc, un peu moins de 100 points. Fait que, ouais, merci d'avoir participé à tous. Vous avez reçu vos questionnaires. Et ben, nous, on va se dire au prochain pay-per-view qui est Clash of the Castle qui aura lieu le 15 Scotland, 15 juin prochain. Un pay-per-view qui fera partie du classement général de la WWE. Absolument. Au deuxième. Donc, vous pouvez revenir dans la semaine avant. On va faire encore, comme toujours, nos previews. Et le questionnaire sera disponible pour ça. Dites-nous sinon, comment vous apprécié ce Double or Nothing. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? C'était très Double or Nothing. Fait que ça porte peut-être quand même bien son nom comme pay-per-view. Vous pouvez tous nous dire ça en commentaire, direct en bas de la vidéo. Si vous êtes à l'audio, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. On répond, on commente, on like. Bien évidemment, vous pouvez mettre des cœurs, mettez des pouces, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Nous, on est en train tranquillement de bâtir une belle communauté. Vous en faites partie, mais on veut continuer à faire grandir cette belle communauté-là. Parlez-en à tout le monde. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est à Scotland et qui a pour but d'aller voir le pay-per-view Clash at the Castle, transmettez-lui les informations du podcast et peut-être que lui et ou elle va pouvoir nous dire comment ça s'est passé ou c'est quoi ses appréhensions, partir une discussion sur le prochain pay-per-view. Nous, on se revoit lundi prochain, si je me trompe pas. Épisode 53, on fera un retour sur la semaine au complet, du 27 au 1er juin. Et là, on verra qu'est-ce qui va se passer, parce que ça se peut que d'ici l'annonce officielle du clan qui entoure Uncle Howdy, peut-être avoir un épisode bonus à chaque fois, parce que là, selon ce qui nous sortent, si ça se tasse mal dans un 20 minutes, on va le sortir en épisode complet. Fait que l'analyse de tout ça. Me suis mis là-dedans, fait que on va le finir. T'as mis le doigt dans l'engrenage, puis ça passe. Selon toute vraisemblance, ça devrait se conclure le 17 juin. C'est la date qui nous est martelée présentement à travers les différents messages qu'ils nous ont envoyés. Fait qu'il m'en resterait 3 si tout se passe comme prévu, 3 ou 4. Donc, on va voir, mais on lâche pas. Ça, un moment donné, c'est ça. On va sortir un épisode de plus, fait que c'est vous qui êtes gagnant. Des épisodes bonus. Oui. Épisodes bonus qui sont pas numérotés, mais qui servent à gérer tous ces codes QR-là, qui sont ben trop de contenu pour même pas, une seconde qui apparaissent à l'écran dans un des shows. Puis là, j'ai pas si t'as vu, là, mais le dernier qu'il y a eu, il était dans 2K 2024. Ils en ont mis un dans le jeu vidéo, mon gars. Fait que là, tu sais, ce qu'on s'était dit. Ce qu'on s'était dit, là, au début, là, dans les petits graphiques de notes d'overall. Ouais. Là, je pense que j'avais raison encore. J'ai un bon nez, j'ai un bon flair en ce moment. Fait que là, ils nous ont mis un code QR là-dedans. Fait que t'es obligé. Joue pas au jeu, t'es obligé d'aller analyser le jeu pour comprendre c'est quoi qu'ils ont fait dans ce jeu-là. Fait que ça va être la semaine prochaine. On va revenir sur toutes ces choses-là. Sinon, entre-temps, passez une belle fin de semaine. C'était Max Supérieur ainsi que Gaston Gay. Ça va y être de la lutte. Ciao tout le monde. Bye.